Notre invité est aujourd'hui Christelle Seval. Il vient nous présenter son livre Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité. Christelle, ce livre n'est qu'un chapitre d'une longue série commencée, pas encore aboutie, mais déjà prévue. Pourquoi avoir fait cette série? Quel en est le thème? Quel en est le fil conducteur? Alors, tout d'abord, bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a un fil conducteur. Tout remonte, je pense, au Plan pour sauver la Terre, qui est un livre dans lequel se trouve résumé un certain nombre d'hypothèses que je fais sur les extraterrestres, du moins la lecture que je fais du dossier extraterrestre. Ces hypothèses amènent à une certaine lecture et il fallait que je les argumente, en fait, parce que en quelques lignes, on pouvait considérer que c'était pas un travail sérieux. Enfin, du moins, ça manquait d'arguments. Moi qui avais travaillé pour obtenir finalement ce travail, ce résultat, j'avais donc ces arguments, j'avais travaillé en profondeur, et c'est ce que j'ai voulu exhumer et montrer, c'est que toutes mes hypothèses étaient, enfin, du moins une grande partie, tenaient la route, parce que derrière il y avait un travail d'analyse, il y avait des arguments, il y avait des données, de l'information. Donc maintenant, je dirais que tous les livres qui ont suivi le Plan pour sauver la Terre sont des livres là qui rentrent en profondeur, chacun sur un thème donné, pour venir soutenir l'édifice, pour venir expliciter ce que j'avais écrit en quelques lignes. Donc, si tu devais conseiller un auditeur de lire un de tes livres, ce serait d'abord Le Plan pour sauver la Terre, qui est la genèse. Tu as raison, on peut dire que c'est le sommaire, en fait. Ouais. C'est le sommaire de toute la suite. Et il y a eu d'abord Contact et Impact, qui est sorti début de l'année 2006. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup écrit en peu de temps. J'ai écrit 7 livres en 4 ans. Sur ces 7 livres, il y en a 5 de publiés aujourd'hui, quasiment. Et il y a une raison à cela. C'est que pour moi, j'estime que nous sommes dans une situation que nous n'avons jamais connue jusqu'alors. Il y a une situation d'urgence. Je pense que la planète est en danger et c'est pris par ce sentiment d'urgence que j'écris à ce rythme un peu effréné. J'apporte ma petite pierre à l'édifice, ma compréhension, et pour éveiller les consciences, je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que au travers de ce dernier livre, justement, qui parle assez quand même de la situation sur Terre, je pense que vous pourrez découvrir le monde dans lequel on vit, dans lequel vous vivez, votre monde. Et tu fais donc un parallèle avec l'intervention extraterrestre en permanence. Oui, en permanence. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Christelle Seval, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Que tu ne fais pas ça à plein temps, que tu as un métier à côté, que tu es informaticien? Oui, je travaille dans l'informatique au ministère de la Défense. Ceci étant, l'écriture... Ils te laissent écrire ça au ministère de la Défense? L'écriture, pour moi, c'est un passe-temps. Donc, ouais. Les autres personnels du ministère de la Défense peuvent faire du tennis ou de la peinture. Bon, moi, j'écris, voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Toujours est-il que j'ai quand même mentionné dans ce dernier livre que tout ce qui sortait, tout ce qui était écrit l'était de moi et non pas du tout, ne représentait en aucune façon le ministère pour lequel je travaille. Voilà. Sinon, qui suis-je? Eh bien, curieusement, je suis pas contacté, donc j'ai aucune révélation à faire de la part des aliens. Je ne suis pas un scientifique non plus. Je suis juste un ingénieur, donc j'ai pas les qualifications scientifiques pour travailler vraiment en profondeur sur des sujets qui touchent l'ufologie. Mais ce qui me donne d'ailleurs une certaine liberté d'expression, parce que j'ai pas de carrière à défendre, j'ai pas de prudence à respecter dans mes propos. Je ne suis pas non plus journaliste, et ce qui est aussi intéressant parce que je n'ai pas de déontologie journalistique à respecter. Je n'ai pas à faire le tour des avis de tout le monde et à ne jamais donner mon opinion, comme c'est le cas des journalistes en général. Moi, j'ai une liberté d'expression totale et je donne mon opinion. Voilà.
Donc, sans qualité particulière, je dirais que la seule qualité que je revendique, c'est d'observer, d'analyser. Voilà. Si mon analyse n'avait donné que des choses, je dirais, sans relief, déjà décrites, déjà dites dans la littérature ou autre, effectivement, j'aurais rien écrit. Hein. Il s'est trouvé que il m'a semblé que mes idées n'existaient pas ailleurs et que j'avais tout d'un coup une compréhension un petit peu globale du phénomène et que c'était important de le faire savoir. Christelle, donc aujourd'hui, les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, cette émission va se dérouler de manière assez simple. C'est une sorte d'exposé que tu as prévu, une conférence pour les auditeurs qui pourront intervenir après cette conférence, hein, on va l'appeler comme ça, pour poser toutes leurs questions. Ça va donc débuter dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, à l'écoute de La Vague d'OVNI. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Christelle Seval, notre invitée, les extraterrestres et l'avenir de l'humanité aux éditions JMG. Christelle, je te donne la parole. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais replacer ce livre, donc le dernier, là, Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, dans son contexte plus large. Et contrairement à l'habitude, je vais commencer par la fin, en résumant mes hypothèses essentielles concernant la lecture du dossier extraterrestre, ce que l'on peut d'ailleurs retrouver dans le plan Pour sauver la Terre. Alors, mon hypothèse numéro 1, qui n'est pas bien originale, mais je la donne quand même, les extraterrestres existent et disposent d'engins sophistiqués qui croisent dans notre espace vital. Là, je ne reprends là que la conclusion du rapport Cometa, qui affirme que c'est la meilleure des hypothèses. Bon, certains sont sans doute, parmi ces extraterrestres, sont sans doute amicaux. Il est certain que les comportements extraterrestres qui nous sont proposés au travers des récits des contactés, des abductés, sont hétérogènes, et l'auditeur averti aura compris que parler d'aliens bienveillants vis-à-vis de nous impose quand même une explication. Bien. Alors, 3 catégories de comportements vis-à-vis de l'humanité sont dans le domaine des possibles. L'hostilité, la neutralité, la bienveillance. Il est fort probable que la réalité soit plurielle, à une réserve près. Il n'y a aucun comportement hostile et malveillant constaté au niveau macrosocial depuis que l'homme enregistre l'histoire. D'une part, il est incontestable qu'aucune race extraterrestre ne nous a envahis ou subjugués ou réduits. Est-ce que vous avez entendu parler d'une invasion extraterrestre ? Moi pas. Et d'autre part, la non-ingérence est apparemment une loi cosmique capitale qui semble respectée par toutes les ethnies voyageuses. Ça, c'est nettement confirmé dans le dossier Humo. Et par conséquent, si certaines races ont peut-être causé du tort à des humains, on peut penser que cette dérive n'a porté que sur un nombre réduit d'individus et n'a eu aucune incidence sur l'évolution de notre société, même si cela est profondément regrettable. Voilà, tel est mon sentiment. Bon, l'hypothèse numéro 2, non, avant de venir, je vais compléter avec les comportements, parce que je n'ai pas terminé. Donc il y a d'autres comportements rapportés par des contactés qui donnent l'apparence d'une indifférence que certains jugent froide et inhumaine. On peut appeler ça de la neutralité, une neutralité qui n'exclut pas des prélèvements d'informations à tous les niveaux, y compris dans le cheptel humain. La 3e catégorie regroupe les comportements bienveillants à notre égard. Dans celle-ci se distinguent par exemple les humites ou ceux que j'ai nommés les marionnettistes, parce qu'ils tirent les fils de Marie, de la Vierge. Ces derniers se situent parmi les races qui portent une attention toute particulière au genre humain et à son devenir. C'est à travers Fatima et d'autres apparitions de la Vierge que l'on retrouve leurs traces, où l'on distingue des manifestations d'ovnis avec des mises en scène qui marquent une préoccupation nette pour le devenir du genre Homo sapiens. L'hypothèse numéro 2, maintenant qu'on a dit que il y avait des extraterrestres et que certains étaient bienveillants et nous, dans un certain sens, nous observaient, nous guidaient, nous protégeaient. L'hypothèse numéro 2 que je fais est que même s'ils sont bienveillants à notre égard, ceux-ci, ils ne peuvent se permettre de se montrer à l'homme dans l'état actuel de la société humaine. Celle-ci n'est pas assez mature et stable et risquerait de s'effondrer. Ce serait un ethnocide, ce que j'ai décrit dans Contact et Impact, le livre sorti au début de 2006. Pour moi, c'est la résolution la plus simple du paradoxe de Fermi, qui peut se résumer ainsi.
Il y a des chances pour qu'ils soient là, mais s'ils étaient là, on les verrait. Or, si on ne les voit pas, c'est qu'ils ne sont pas là. Eh bien, à partir du moment où l'on pense que même bienveillants, ils ne peuvent pas se montrer à nous sous peine de modifier profondément les équilibres sociaux, économiques et culturels et religieux, etc., de nos sociétés, qui provoqueraient des bouleversements, eh bien, on comprend le paradoxe de Fermi. Ils sont là, mais ils ne se montrent pas. Voilà. L'hypothèse numéro 3, c'est que si les ethnies bienveillantes à notre égard n'interviennent pas, ostensiblement, et laissent l'homme agir seul en menant la destinée de la société humaine, alors notre espèce est condamnée à brève échéance. Son sort est presque scellé, et c'est l'objet de ce dernier livre, Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, que d'évoquer les dangers qu'elle doit affronter, ainsi que les avertissements que les extraterrestres nous transmettent depuis une 50aine d'années. Alors avec ces 3 hypothèses, nous aboutissons par conséquent à la situation suivante que l'on peut résumer ainsi. Si les Itis interviennent ostensiblement pour nous venir en aide, par exemple, la société humaine s'effondre dramatiquement, c'est l'ethnocide. Mais si les Itis n'interviennent pas, l'espèce humaine s'autodétruit, très probablement. Donc résultat, dans tous les cas, nous sommes mal en point, pour ne pas dire fichus. Bon, dans ces conditions extrêmement difficiles, une partie de l'intrusion extraterrestre, celle qui concerne les aliens bienveillants qui ont un œil sur notre planète depuis des siècles, peut, à mon avis, se déchiffrer comme une série d'actions pour nous venir en aide, tout en restant en dessous du seuil de perception de la communauté humaine dans son ensemble, afin de lui éviter un ethnocide. Parmi ces actions à bas bruit, on peut inclure les lettres ou mythes, les crop circles, certaines apparitions d'entités, les messages retransmis aux contactés, et certainement, encore plus important, toute une série d'actions, des contacts rapprochés, des enlèvements. Mais bon, ceci n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. La discussion de ce soir porte sur l'état actuel du monde, c'est-à-dire porte sur l'hypothèse numéro 3, c'est-à-dire si l'on ne fait rien, enfin si eux n'interviennent pas, n'agissent pas, et s'ils laissent l'homme à sa destinée, eh bien l'homme est très mal parti. Les extraterrestres, quand même, depuis donc des dizaines d'années, nous envoient des messages d'avertissement, que ce soit par le biais des contactés, le biais des enlevés, par les lettres ou mythes aussi, par exemple. Donc pour illustrer le fait que très souvent, nous recevons des avertissements sur notre façon de vivre, sur notre politique, sur notre économie, sur notre climat, notre pollution, etc., etc. Donc je cite plusieurs exemples de messages adressés à divers contactés par les aliens. Alors il y a par exemple les prophéties d'Enoch, données par les Pléariens au Suisse Billy Mayer. Alors là, ça va en faire bondir plus un, mais je vais préciser. Vous allez tout de suite me rétorquer, pour certains connaisseurs, que Mayer est un affabulateur. Et vous aurez raison en partie. Il est vrai que Mayer a poussé le bouchon un peu loin et a été confondu à plusieurs reprises, pris en flagrant délit de mensonge, notamment par l'ufologue suisse Luc Burguin. Alors, pour ne vous citer qu'un exemple, les photos de Mayer concernant 2 belles Itis nommées Asket et Nera, en fait, on a retrouvé ces femmes. Ce sont des photos tirées d'une vidéo du Dean Martin Show aux US. Mais il n'empêche que je reste persuadé que les histoires de Mayer ont un fond de vérité et sont construites sur de véritables rencontres. Parce que sinon, comment expliquer par exemple les photos d'OVNI examinées par un enquêteur américain qui s'appelle Wendell Stevens? Un jour, Mayer a convoqué 5 photographes sur un lieu donné, là où devait avoir lieu un survol d'OVNI. Un OVNI est apparu à l'heure dite, devant témoins, et 4 photos du même engin, prises sous différents angles, ont pu être prises au même moment, des photos argentiques. Et chaque pellicule a été développée dans un pays différent, et Wendell Stevens a dépensé une fortune dans l'analyse de ces photos, ça n'a révélé aucun trucage. Deuxième indice, comment expliquer qu'en 1971, le livre Star Wisdom, reprenant les messages adressés à Mayer, annonce que, contrairement à ce que les géologues ont déclaré, ce n'est pas l'Everest, la plus haute montagne au monde, mais le mont Chimborazo en Équateur. À l'époque, les lecteurs se sont dit, c'est n'importe quoi, ce truc. Le Chimborazo n'atteint même pas 7000 mètres.
alors que l'Everest est à 8800 mètres, ça c'est une certitude. On ne peut pas remettre en question un fait aussi établi. Et l'écart est trop important entre ces deux sommets. Le Chimborazo aurait fait 8005, 8006, encore on aurait pu se dire les mesures ont été mal faites, mais là vraiment il y avait trop d'écart. Or, l'Institut du National Geographic vient de mettre les choses au point récemment. La Terre n'est pas une sphère parfaite, c'est un géoïde, un patatoïde, une sphère avec des déformations. Et donc ses pôles sont aplatis et elle a un renflement, un bourrelet équatorial. Or, évidemment, l'équateur se trouve sur le bourrelet renflé. Et donc, vu de l'espace donc mesuré très précisément par des satellites, le point terrestre le plus élevé est le Chimborazo, qui dépasse l'Everest de 2 mètres, 2 petits mètres. Une autre révélation, par exemple, qui s'est avérée exacte, des affirmations de Billy Meyer, en 1987, ces fameux extraterrestres pléiadiens lui ont annoncé la future destruction du World Trade Center. Bon, je cite aussi des messages sur notre devenir, à travers, par exemple, l'affaire d'Aravilliers, dans le Val d'Oise en 1998, enquêtée par Gérard Desforges, à travers aussi l'affaire Atienza. Alors là, comme c'est quelque chose de moins connu, je vous le raconte en quelques mots. En 1968, un Espagnol, Francisco Donis Ortiz, conduit sa voiture entre Valence et Madrid. Il reçoit un ordre télépathique lui enjoignant de se rendre à un lieu de rendez-vous, où se trouvera un engin. Bon, Ortiz, interloqué, s'y rend, et ça se passe de nuit. En y arrivant, il aperçoit une soucoupe en lévitation, et un humain s'avance vers lui. Quand je dis un humain, c'est vraiment un humain, c'est pas seulement un humanoïde vaguement ressemblant, c'est un être humain, qui engage une conversation sur le mode télépathique. Alors, il lui explique qu'il est un descendant de terriens qui a été enlevé par des aliens vers la conquête espagnole des Amériques dans ces années-là, et que depuis, une petite colonie de terriens donc, vit sur une planète qui s'appelle Urne, et ils vivent très bien, quoi, en harmonie. Et son message, en résumé, c'est que ça ne va pas sur Terre. Le développement scientifique de l'humanité est trop rapide par rapport à son développement spirituel et que nous inspirons une grande peur à cette race pacifique. Je pourrais encore citer des cas relevés par l'ufologue chinois Shibo, de rencontres et de messages. Ça fourmille dans les livres de rencontres en Chine, sous la plume de Shibo. Je donne l'exemple d'un vieil homme qui est approché par une belle créature de l'espace nettement humanoïde qui lui impose quasiment des relations sexuelles. Alors, le vieil homme à qui la séance n'a pas déplu s'étonne après. Et pourquoi moi ? Pourquoi n'es-tu pas allé rencontrer des jeunes hommes plus fringants, pleins de vigueur ? Et la femme répond, eh bien, parce que le corps des habitants des villes sont en train de subir une métamorphose dangereuse et à cause de la pollution. C'est principalement ça. Et toi, ton corps est sain, tu as toujours vécu à l'écart de la pollution et ton ADN n'est pas contaminé. Et donc, nous sommes à la recherche d'ADN non contaminé. Voilà. J'inspecte aussi le dossier UMIT parce que là, il y a de la matière. Et on ne trouve pas moins de 15 lettres dans le dossier qui font plus qu'évoquer les problèmes graves inhérents à la société humaine. Pire, c'est que, étant donné leur analyse, il paraît presque inévitable que l'espèce humaine dans son entier va s'autodétruire totalement à une échéance comprise entre maintenant et 150 ans. Pour ça, je vais vous lire un extrait d'une lettre qui est numérotée NR17 bis, qui est récente parce qu'elle date de 2004. À titre indicatif, en fonction de paramètres figés au 13 novembre 2002, la probabilité d'autodestruction n'atteint pas 1/12 avant votre année 2028. Sans vouloir vous alarmer, nous estimons que cette probabilité dépassera 50% en 2073 et que le seuil de 11/12, c'est-à-dire 92% de certitude d'autodestruction, sera atteint en 2166. Bien que ces échéances soient régulièrement repoussées depuis 1989, à chaque fois que nous les recalculons, les événements consécutifs aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont introduit au niveau de certains paramètres de notre modèle prédictif d'importantes fluctuations non encore amorties à ce jour. Je comprends que ça ne soit pas encore amorti et on en reparlera du 11 septembre.
Alors, il y a plein de lettres comme ça qui sont très intéressantes. Je vais vous lire un petit extrait de celle qui, à mon avis, est la plus intéressante sur le sujet. C'est la D104 de 1973, qui se présente sous la forme d'un rapport dont l'objet est une étude sociologique de l'humanité. Alors, l'idée clé de l'explication des maux dont nous souffrons provient, d'après l'analyse Zoumit, du fait qu'une grande partie de l'humanité, au fond d'elle-même, ne désire pas être libre. C'est-à-dire que la plupart des humains ressentiraient le désir d'être soumis, ça battrait dans notre inconscient collectif en quelque sorte, le désir d'être soumis à un maître fort et agressif. Cette pulsion inconsciente constituerait une relique psychomentale de l'époque paléontologique. C'est-à-dire, si je décode, c'est que à l'époque de l'homme des cavernes, qui n'est pas une époque si éloignée que ça finalement, eh bien, il était normal que le chef de tribu soit choisi parmi les hommes les plus forts, les plus agressifs, pour une question de survie tout simplement. Mais ces qualités qui étaient des qualités tout à fait compréhensives à cette époque, je dirais, sont devenus plutôt des défauts à l'heure actuelle. Or, nous avons, d'après les Humites, conservé ce câblage neuronal. On a toujours le même réflexe de se choisir des chefs qui sont agressifs, qui sont forts, violents, charismatiques, mais dans le sens agressif. Et voilà, en fait, une des principales raisons des problèmes que nous avons à surmonter aujourd'hui. Si on n'arrive pas à faire le concert des nations, c'est parce que on se retrouve toujours à la tête des nations, des gouvernements, des industries, des puissances, des banques, etc., etc. On se retrouve toujours avec des gens qui ont gardé certains réflexes paléolithiques, on pourrait dire, et qui nous entraînent donc vers des zones sombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette assertion ? En fait, il y a un psychologue, Stanley Milgram, qui a fait des expériences à l'université de Yale dans les années 60, qui va tout à fait dans ce sens. Son sujet d'étude, tout le monde le connaît, mais je le rappelle vite fait, c'était qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la période nazie, son étude portait sur le dilemme de l'obéissance. Il voulait en fait comprendre comment toute une nation allemande avait pu obéir à des nazis. Comment ça se pouvait, que comme un mouton, toute la population avait suivi les ordres horribles qu'on leur dictait. Eh bien, donc il a créé un test très fin qui consistait à demander à des sujets payés $4, je crois, d'infliger des chocs électriques de plus en plus sévères à un patient. Alors, en réalité, le patient, c'était un acteur. Et donc, les rôles étaient inversés. Et en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses donc, de l'acteur qui jouait le patient, au test d'apprentissage, qui était un faux test, eh bien, les cobayes qui étaient payés, que je vous l'ai dit, $4, infligeaient donc des chocs électriques à l'acteur, des chocs électriques de plus en plus sévères. Mais avec l'assentiment du psychologue qui était à côté d'eux, donc blouse blanche, qui avait revêtu les atours de l'autorité. Les fameux tests de soumission à l'autorité. Exactement. Eh bien, on est arrivé à un résultat, mais effarant. C'est-à-dire 65% des cobayes ont infligé des chocs mortels. Ils savaient qu'ils étaient mortels. C'était écrit sur leur petit boîtier électrique. C'était à zone rouge, choc mortel. Et du moment qu'à côté d'eux, le psychologue leur disait si, allez-y, ils y allaient sans broncher. 65% des gens sont capables de suivre une autorité dans tous ces délires. Voilà ce que ça représente. Voilà ce que ça signifie. Et il n'y a aucune raison pour que ça ait changé aujourd'hui. À partir du moment où aujourd'hui on a une autorité qui va dire à la population il faut aller dans cette direction, il faut faire ci, il faut faire ça, je pense qu'il y aura au moins 65% de la population qui donnera son assentiment, quels que soient les ordres donnés. Alors, ça c'était petit aparté. Donc pour les Humites, en résumé, l'homme est un authentique animal sauvage. C'est ça, c'est qu'on n'est pas encore des humanoïdes civilisés, on est à mi-chemin entre l'homme préhistorique, qui est encore un singe, et l'homme du futur, ou l'homme civilisé. On est à mi-chemin,
On a gardé en nous, on a engrammé donc des réflexes, des pulsions, des choses très très sauvages, hein, très animales. Alors, c'est l'histoire du type qui, par exemple, qui de rage tire sur sa femme et qui se demande tout étonné en voyant le résultat, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté à des situations de stress, à des situations de conflit, l'émotionnel prend le pas sur la raison, et à ce moment-là, on est capable de tout. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de monde. Donc, en fait, l'homme est un être capable du meilleur comme du pire, qui n'hésite pas à détruire, à tuer. C'est un être qui n'est enveloppé que d'un petit vernis de civilisation. Alors, dans les lettres ou mythes, on trouve aussi des tas d'autres choses, hein. Je vais pas les lire toutes parce que ça nous entraînerait loin dans la journée, pour pas dire la nuit. Donc, dans la même veine, on trouve par exemple une lettre sur le développement d'armes à plasma, où ils nous disent que certains pays développent des armes très pointues et très 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 dangereuses qu'on comprend pas en fait, qui seraient susceptibles de libérer des énergies totalement annihilatrices, destructrices. Voilà. Donc, selon les auteurs, il y a un cumul de causes qui sont sous-jacentes à notre condition détériorée. Et en clair, les symptômes dont nous sommes affligés aujourd'hui, tels que la pollution, la démographie, qui pose le problème de l'alimentation, l'eau, les guerres, les iniquités entre riches et pauvres, entre nord et sud, ne sont en fait que les conséquences de dérèglements plus profonds qui plongent leurs racines parfois dans des couches insoupçonnées de notre environnement. Parmi ces causes, on en a parlé, et il y en a d'autres. Il y a par exemple la logique binaire qui est mise en accusation. Alors ça, c'est très très surprenant parce que j'ai jamais rencontré ça ailleurs, hein. Et il faut se pencher un petit peu dessus pour comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que sur le coup, franchement, ça paraît totalement déraisonnable. Alors, la logique, qu'est-ce que c'est ? C'est celle qu'on utilise tous les jours, hein, sans même nous en rendre compte. C'est comme les gens qui font de la prose sans le savoir. Nous faisons de la logique. Nous utilisons les mécanismes de la logique sans nous en rendre compte. Pas seulement dans les mathématiques, mais dans le langage et la vie de tous les jours. Alors, quel est le problème et de quelle logique parlons-nous ? Alors, nous utilisons une logique binaire, qui est héritée du philosophe grec Aristote, qu'on appelle aussi la logique aristotélicienne, ou la logique Aristo, comme dit Norman Molland. Et or, d'après les auteurs des lettres, ce procédé exacerbe les antagonismes, c'est-à-dire que on fonctionne toujours sur le mode du vrai et faux, un peu comme les ordinateurs, du A et non A. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Si tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Il n'y a pas de tierce proposition. Cette logique écarte de son champ des tas de possibilités, des réalités qu'on ne sait pas qualifier d'existantes ou de non existantes. En fait, elle est trop simplificatrice, ce qui nous empêche de mieux appréhender la complexité du monde, la complexité de l'univers, qui, lui, n'est pas binaire, qui est bien plus complexe et riche que ça. Alors, les Oumites proposent-ils des solutions ? J'ai trouvé une lettre où il y a des solutions. Une lettre qui date de 1974. C'est très court, je vous le lis. Équilibrer offre et demande de biens jusqu'à atteindre un développement inférieur au niveau atteint aujourd'hui. C'est en clair, décroissance. Aujourd'hui, on produit trop et les offres et les demandes ne sont pas équilibrées. Ensuite, rééduquer les masses dans les principes humanistes qui supposent le respect des opinions de toute nature. Bon, là, je crois que tout le monde a compris, c'est pas la peine de faire un dessin. Aujourd'hui, les clivages religieux, par exemple, sont le contre-exemple de ça. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas, on ne tolère pas les opinions des autres. Contrôle de la base sociale sur les centres de pouvoir. Alors là aussi, c'est intéressant parce que on est censé vivre en démocratie. Une organisation qui théoriquement devrait respecter le peuple et ses aspirations. Or, on se rend compte que la démocratie n'est qu'une façade. Pourquoi ? Parce que grâce à des instruments médiatiques de conditionnement, la presse, les médias, la télé, etc., on voit très bien que les pouvoirs, les centres de pouvoir, qu'ils soient politiques, industriels, banquiers, finances, etc.,
finalement, d'une certaine façon, contrôle la population, contrôle ses désirs, ses souhaits, ses coups de gueule, et avec une bonne Star Academy, ça calme tout le monde. Voilà. Je pense que on vit dans une fausse démocratie. Voilà. Ça n'a qu'une apparence. Le pouvoir n'est pas au peuple. 4e point, éliminer les recours technologiques qui ne sont pas nécessaires. Et là, je crois que c'est le discours des écologistes aujourd'hui, ou de José Bové, ou de tas d'autres gens altermondialistes. On est en surexcès de technologie. On veut vendre, parce que la technologie, c'est surtout ça, c'est que ça rapporte de l'argent. Puis ensuite aussi, ça permet de contrôler les gens. Ça permet de leur donner aussi un objectif. Finalement, pourquoi ils travaillent, c'est pour produire la technologie qu'ils vont acheter, etc. C'est un cercle un peu fermé, un peu vicieux. Et c'est vrai qu'on est en surexcès de production technologique. Moi, je suis un fan du philosophe Jacques Ellul, qui était le premier à dénoncer la technologie comme une espèce de monstre autoreproducteur lâché dans la nature. La technologie, il y a des choses très bien, il ne faut pas du tout s'en passer, il faut continuer à progresser, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a des domaines où la technologie apporte plus de mal que de bien. Par exemple, la santé, où finalement il suffirait peut-être de manger un peu plus sainement pour pas être malade, au lieu de consommer des tas de médicaments de plus en plus toxiques, etc., etc. Redistribution de l'énergie aux secteurs qui en ont besoin, au préjudice des secteurs improductifs. Bon, là, je pense que c'est très clair. Aide aux nations à faible produit national brut. Tout ça, ça correspond à des tas de programmes humains, je dirais, qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Elle date de quelle année, cette lettre ? 1974. Désarmement à tous les niveaux et répartition de ces budgets aux autres secteurs. Là aussi, je reparlerai de l'armement et des budgets d'armement qui sont colossaux, qui résoudraient, mais il suffirait de prélever 10%, 5%, 1% sur les budgets d'armement, ça résoudrait beaucoup de problèmes sur Terre, problèmes de nourriture, d'accès à l'eau, etc. Donc voilà. Donc on va arrêter là les exemples de messages de sources aliens qui indiquent que la société humaine est sur la mauvaise pente. Et moi, ce que j'en ai retiré d'une manière générale, c'est que comme on a pu distinguer dans les enlèvements, les abductions extraterrestres, un schéma répétitif, un noyau commun d'expériences et d'étapes qui se suivent, là aussi, dans les messages adressés à l'humanité, on trouve un pattern, un schéma répétitif destiné à l'humanité, que je peux résumer comme ça. En premier point, sont mis en avant certains points faibles de la société humaine qui sont désignés. En gros, je dirais que l'homme ne suit pas ce qu'il faut, ne suit pas la loi d'amour avec un grand A. En B, on annonce des catastrophes, qu'elles soient écologiques ou des conflits armés. Ensuite, on insiste bien sur le fait que ces catastrophes sont gravissimes et mettent en péril la survie de l'espèce. Tout de suite, ensuite, on dit que l'avenir peut être modifié. Ça, c'est important. Si on se prend en main. C'est un peu but, je pense, la transmission de ces messages. Ensuite, le contacté, lui, se sent investi très souvent d'un message, d'une mission pour changer le monde. Et en dernier point, le contacté, comme souvent d'ailleurs dans les cas de NDE, vous savez, des expériences de mort imminente, de mort approchée, le contacté voit son échelle de valeur transformée à tel point que c'est un jour ou l'autre toute sa vie qui est transformée. Donc les ufologues ont longtemps raillé ces messages catastrophistes, car soit ces messages avaient un caractère prophétique marqué et la prophétie ne se réalisait pas, soit ils énonçaient des généralités qui n'avaient aucun pouvoir opératoire et pouvaient n'être que le reflet des peurs profondes de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que la saison des contacts a véritablement démarré à l'époque de la guerre froide, quand les deux grands blocs, États-Unis et Union soviétique, s'opposaient avec des armes nucléaires plein des arsenaux, et que les raisons d'avoir peur pour le devenir de l'homme étaient très réelles et reconnues par tous. Puis, le duel soviéto-américain a laissé la place à une époque de détente. On a légiféré pour détruire un grand nombre de missiles nucléaires des deux côtés, et le spectre de l'Holocauste terminal s'est éloigné. Aussi, avec cette épée de Damoclès qui paraissait s'évaporer, les messages en forme d'avertissement se sont trouvés déconsidérés. Has-been et certains auteurs ont analysé ce phénomène plutôt comme un artefact
psychologiques directement issus des angoisses de l'homme, sans accorder aucune valeur aux avertissements proprement dits. Et moi, je réponds à cela que premièrement, qu'il n'était pas possible pour les auteurs, c'est-à-dire pour les aliens, d'annoncer une prophétie juste, car cela aurait mis un coup de projecteur sur leur réalité, avec toutes les conséquences néfastes d'un ethnocide à la clé. Et de deux, que ces messages d'avertissement n'ont rien perdu de leur force, car nous assistons aujourd'hui à une renucléarisation du monde, à un regain des tensions, à une nouvelle course à l'armement, qui nous font retomber dans une sorte de guerre froide très dangereuse pour notre espèce. Que ces craintes de conflit se trouvent considérablement renforcées par l'état du monde qui s'est lui aussi dégradé. Pollution, réchauffement climatique, agriculture menacée, démographie, etc., terrorisme, obscurantisme religieux, etc., etc. Ces avertissements que nous ont transmis les aliens par le truchement des contactés résonnent aujourd'hui de manière nouvelle, un peu comme le tocsin. Alors, regardons maintenant du côté de notre planète pour faire le tour du monde de ce qui ne va pas et risque de nous condamner à une échéance pas très lointaine. Nous allons faire le tour de la planète dans quelques instants. Christelle Seval, notre invitée aujourd'hui, pour présenter son livre « Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité », paru aux éditions JMG. Donc, Christelle Seval, ce tour de la planète. Alors, le tour n'est pas exhaustif. Je me mets ce soir je mets des coups de projecteur sur des points particuliers. On va commencer par... on va aller vite, mais par l'eau, par exemple. L'eau, quelques chiffres. 1 milliard d'humains n'ont pas accès à l'eau potable. 2 milliards d'humains n'ont pas l'assainissement. 10 pays puisent dans des nappes fossiles non renouvelables. L'aquifère ou l'aquifère fossile sous les grandes plaines aux États-Unis, qui fournit 1/5 de l'eau pour l'irrigation américaine, est déjà pollué et il sera vide dans moins d'un siècle. L'aquifère fossile du centre de l'Arabie a été gravement pollué par la guerre du Golfe. Le lac Owens, qui alimente Los Angeles, aujourd'hui c'est devenu une cuvette poussiéreuse. Il n'y a plus d'eau. L'agriculture productiviste transforme en désert 1 hectare toutes les 4 secondes. 30 pays aujourd'hui sont en stress hydrique. Les 2 tiers de la population mondiale vivront en pénurie d'eau dans moins de 20 ans. Les 2 tiers. En 2025, l'homme ne bénéficiera plus que du quart de la quantité d'eau disponible en 1950. Bon, voilà, tout le monde le savait, que l'eau c'est un point délicat. Les chiffres sont criants. Pesticides, parce que là aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Les organochlorés sont apparus en 1945. Le plus connu, c'était le DDT. Ils sont aujourd'hui interdits, ont cédé la place aux organophosphorés, fongicides de synthèse, herbicides, etc., dont la toxicité est plus aiguë, mais la dégradation plus rapide. Alors, par exemple, la Food and Drug Administration, la FDA, aux États-Unis, édite un top 10 des aliments, des aliments les plus contaminés en pesticides. Alors, il y a le beurre, le melon, les concombres, les radis, épinards, etc. Dans lequel on trouve DDT, dioxine, chlordane, DDE, dieldrine, andrine, heptachlore, HCB, toxaphène, etc., etc. Une étude a démontré que tout adulte européen possède plus de 500 produits chimiques accumulés dans son corps, dans sa masse adipeuse. Donc, tout est contaminé. L'air, les brouillards, les nuages, l'eau, l'océan, les sols, jusqu'aux coins les plus reculés. Les ours polaires, par exemple, sont atteints par le DDT. C'est quand même extraordinaire. Donc la planète entière est pesticidée. En France, on retrouve aujourd'hui du DDT dans le lait maternel, alors que ce pesticide est interdit depuis plus de 30 ans. Vous voyez, ce sont des pesticides qui ont une durée de vie extraordinairement longue et en plus qui ont la faculté donc de passer dans les nouveau-nés, d'un être à l'autre, de la mère à l'enfant. Et ça sur des générations et des générations. Donc on accumule de plus en plus de pesticides dans notre corps et on sait aujourd'hui que c'est très mauvais. Par exemple, sur 100 000 produits chimiques en vente dans l'Union européenne, il n'y en a pas plus de 3 000 qui ont été étudiés. C'est vraiment un scandale. C'est-à-dire que les gouvernements pratiquent en permanence le double langage. C'est-à-dire
Oui à la précaution, mais il ne faut pas que l'emploi industriel en pâtisse, quoi. Et c'est d'abord l'emploi, c'est d'abord l'économie. Donc, c'est d'abord donner le quitus à tout ce qu'on produit comme nouveaux produits chimiques, et puis les études, hein, ça vient après, ça vient ou ça vient pas. Alors, les symptômes sont très 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 multiples, les symptômes des pesticides. J'en citerai que quelques-uns qui sont un peu plus flagrants. C'est par exemple la disparition des abeilles, très probablement. 500 000 ruches ont disparu en 10 ans en France. Il faut savoir que quand même les fleurs, les arbres à fruits, etc., dépendent de la pollinisation des abeilles et de toutes les petites bestioles qui sont de la même espèce. Donc la disparition des abeilles, ça serait une catastrophe planétaire. Quoi d'autre ? Très probablement aussi des cancers, des tas de cancers, des allergies, des fatigues chroniques, des problèmes digestifs, des problèmes de concentration mentale, etc., etc. Et peut-être aussi des problèmes de fertilité masculine, parce qu'on a constaté une diminution de 50% de la fertilité masculine depuis quelques dizaines d'années, et sans trop pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui est capable de dire, bon, voilà, c'est dû à ça. Je me rappelle avant, on disait, c'est les jeans trop serrés ou monsieur, vous travaillez trop près du four, vous êtes boulanger. Bon, ça tient pas debout. Aujourd'hui, les soupçons se portent sur les pesticides. Peut-être que d'ailleurs la population comme ça va s'autoréguler, j'en sais rien. Les OGM aussi. Je ne vais pas faire un cours sur les OGM, mais j'ai relevé 3 exemples démonstratifs du problème posé par les OGM. En 2004, la société américaine Monsanto, qui est productrice d'OGM, a gagné un procès contre un fermier canadien qui avait vu des tiges de colza OGM pousser en bordure de son champ. Il y a eu un procès, et c'est pas le fermier qui a gagné, c'est Monsanto. C'est quand même très fort, parce qu'évidemment, ils ont de quoi se payer des avocats terrifiques. Et il a perdu, donc le fermier a perdu son procès pour contrefaçon de brevet. Voilà. Parce qu'effectivement, l'OGM, c'est assimilé à du logiciel. C'est-à-dire qu'une plante OGM, c'est une série de codes qui est brevetée. Un autre exemple, c'est qu'en 2005, en Angleterre, on a trouvé la première mauvaise herbe mutante, un croisement entre du colza transgénique qui poussait sans précaution et une mauvaise herbe je crois que c'était de l'espèce de la moutarde. Donc du coup, la mauvaise herbe a acquis des capacités accrues de résistance, les mêmes capacités de résistance du colza aux herbicides. C'est-à-dire que maintenant, pour tuer ces mauvaises herbes, il faut des herbicides, des pesticides absolument surpuissants pour les contrecarrer. Alors évidemment, ça ne gêne pas vraiment les multinationales puisqu'elles vendent à la fois les pesticides et les OGM. Donc voilà, l'un joue sur l'autre en leur faveur. Mais ce qui est très grave, c'est que les scientifiques avaient promis qu'il n'y aurait pas de contamination interespèces, notamment là entre le colza et une mauvaise herbe. Les scientifiques disent mais non, impossible. C'est arrivé. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le principe de précaution, on va droit dans des risques comme ça, vraiment aggravés, des situations où on verra des gènes transgéniques, des gènes fabriqués, artificiels, qui vont passer d'une espèce à l'autre. Et là, on ne sait pas ce qui se passera. Franchement, on ne sait pas. Et il peut se passer des catastrophes. Il faut être clair. Il y a aussi quelque chose qui me fait très peur, c'est en Chine. Parce qu'en Chine, ils ont un problème d'eau effarant parce qu'ils ont très peu d'eau potable. Or, ils ont une population immense à nourrir. Et la pollution des eaux par les pesticides, pour les rendements agricoles, la pollution est dramatique. Donc, pour contourner ce problème, ils ont fabriqué du riz transgénique pour ne plus mettre de pesticides ou beaucoup moins. Là où ça devient phénoménal, c'est qu'ils veulent nourrir toute leur population avec ce riz OGM en 2007, à partir de 2007. Donc là, on n'est plus du tout, je dirais, dans la situation française où José va saccager un champ de temps en temps et où il y a quand même un certain contrôle, une certaine observation de ce qui se passe, ou même si on a violé le principe de précaution,
eh bien, les choses se maintiennent encore en circuit, en petit circuit. Là, tout d'un coup, ça sera une expérience plus que grandeur nature. Vous imaginez, pour nourrir 1,6 milliard 600 millions de Chinois, ou 300 millions, non, peut-être 300 millions aujourd'hui, avec du riz OGM du jour au lendemain. Enfin, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je veux dire là, si ça se passe mal, et encore une fois, on sait très bien que sur l'expérience chinoise, il n'y a pas eu le recul nécessaire, le principe de précaution n'a pas été appliqué, eh bien on sait très bien que là, si ça dérape, ça sera à l'échelle planétaire. Voilà, donc là, j'ai terminé mon petit tour côté pollution, et je vais attaquer un autre problème qui est le pétrole. La situation du pétrole et de notre dépendance vis-à-vis de ce produit. Et là, on va descendre un peu plus au fond des choses parce que c'est un point dur, je dirais. C'est un point important qui va conditionner notre avenir. Alors, les hydrocarbures, on le sait, mais je le répète quand même, nous ont livré sur un plateau doré les lessives, les plastiques, les engrais, le textile, les pneus, les couches culottes, le sky, le linoléum, les chaussures, les collants, les magazines, une bonne partie des matières qui rentrent dans la fabrication des maisons, des téléphones, des ordinateurs, des voitures, des avions, des fusées. C'est-à-dire tout, absolument tout. Pour l'anecdote, la fabrication des chaussures achetées en France chaque année nécessite 15 millions de litres de pétrole. Voilà. Rien que pour nos godasses en France, il faut 15 millions de litres de pétrole. Or, les découvertes de pétrole sont en baisse, en très nette baisse. Et ça, depuis 1960. Donc 70% de la production de l'Arabie Saoudite et de l'Irak proviennent d'anciens gisements, très anciens, découverts il y a plus de 50 ans. Donc le miracle apparent des réserves croissantes provient en fait d'un jeu d'écriture de stock et de jeu d'écriture financière. Concernant le stock, les réserves prouvées de l'an 2000 étaient constituées des réserves additionnelles non soumises à publication dans les années 70. En réalité, donc, notre cadeau provisoire du passé géologique est en voie de disparition. Et puis, d'un autre côté, il y a l'augmentation de la consommation mondiale, l'augmentation en flèche. En 2005, moins de 12 jours suffisent à consommer 1 milliard de barils de pétrole. La tendance se confirme au sein de chaque pays, avec un résultat marqué au niveau planétaire qui montre un accroissement de la demande pétrolière incroyable dans les 30 ans à venir. La consommation pourrait presque doubler d'ici à 2050, avec l'augmentation de la population mondiale, la croissance économique chinoise, indienne, etc. Aujourd'hui, chaque habitant sur Terre consomme en moyenne 1,7 tonnes d'équivalent pétrole par jour. Alors, sur ces 1,7 tonnes, il y a le charbon, le pétrole, le gaz qui fournissent 86% de l'énergie utilisée. Le nucléaire, 6%, enfin un peu plus de 6%, l'hydraulique et les énergies renouvelables, 8%. Donc la part majeure est imputée au transport, à la production d'énergie, chauffage, électricité, à la fabrication des bases pétrochimiques, ce qu'on disait. Alors aujourd'hui, on vit une exception en France, c'est l'électricité nucléaire. Aujourd'hui, 95% de notre électricité dépend non pas du pétrole, mais du nucléaire. Mais ça n'empêche pas que la France consomme de plus en plus de pétrole, comme tous les pays au monde. La consommation américaine aujourd'hui, c'est 26% de la consommation mondiale. C'est 2,6% pour la France. Et aujourd'hui, les États-Unis sont obligés d'importer quasiment tout leur pétrole. Il faut se souvenir quand même qu'en 1970, vous vous rappelez du feuilleton Dallas, en 1970, les USA produisaient autant que l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et les puits la production a diminué, les puits sont asséchés. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau consommateur, un nouvel importateur, c'est la Chine, qui arrive en seconde place derrière les États-Unis et dont, je dirais, la trajectoire est tellement relevée que, franchement, on a de quoi craindre le futur proche. Alors, la surestimation, il existe une surestimation chronique des réserves. Les réserves, c'est difficile à estimer parce que, pour des raisons politiques et économiques, les chiffres ne sont pas clairs, il n'y a pas de transparence dans ce domaine. Par exemple, pour l'OPEP,
le quota de production est indexé sur les réserves prouvées. Ce qui veut dire que surévaluer leurs réserves leur ouvre la possibilité de produire davantage et leur ouvre des financements. Par exemple, un économiste saoudien disait que les pays occidentaux ne négocient pas avec les pays producteurs comme des partenaires. Donc, pourquoi aurait-il l'avantage de connaître les détails sur les réserves des pays producteurs ? Il y a aussi la surévaluation des réserves non OPEP, des grandes compagnies internationales ou des grands États détenteurs comme la Russie. Donc, les chiffres qui sont fournis par la IE, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie, sont en fait aussi opaques qu'un écran de mazout, quoi. En France, la Direction générale de l'économie des matières premières, la DGEMP, est aussi une optimiste qui préfère se voiler la face. Pour déchirer ce voile, heureusement, se sont créées des associations décidées à rétablir la vérité, par exemple l'ASPO, dont on reparlera. Éric Laurent, qui est un journaliste d'investigation réputé, qui a écrit La face cachée du pétrole, dit également que les pays producteurs sont en déclin. Je vous cite un extrait. Les membres de l'OPEP conservent le même niveau de production, c'est parce qu'ils sont incapables d'augmenter leur approvisionnement, leurs réserves largement surévaluées, déclinant rapidement, y compris celle de l'Arabie Saoudite, premier pays producteur de la planète. Une réalité soigneusement dissimulée. Pays producteurs, compagnies pétrolières, gouvernements des États consommateurs s'efforcent de cacher à tout prix cette vérité en raison de l'onde de choc qu'elle déclencherait et de ses effets sur les économies et les opinions. Ce déclin caché touche également de nombreux autres pays pétroliers. Au pire moment, ce tarissement des réserves disponibles coïncide avec un accroissement sans précédent de la consommation, sans qu'il existe le moindre recours. Il y a aussi, dans ce sens, le livre de Matthew Simmons qui a été publié en 2005, Crépuscule dans le désert. Selon lui, il est guère probable que l'Arabie soit jamais en mesure de livrer les quantités de pétrole qu'on attend d'elle. La production saoudienne approche de son pic de production et elle va entrer en déclin prochainement. Alors, la force du livre tient à la notoriété de son auteur, parce que M. Matthew Simmons est quand même président directeur général d'une banque d'investissement pétrolier de premier rang mondial. Il investit des milliards dans le secteur énergétique, finance la prospection, le développement de nouveaux gisements à travers le monde et l'ami de Bush et de Cheney. Donc, c'est un des meilleurs experts dans le domaine de l'information pétrolière au monde. C'est pour ça que son livre, on ne peut pas le ranger comme ça en disant c'est n'importe quoi, ce sont des élucubrations. Alors, on en vient à parler du pic pétrolier. Qu'est-ce que c'est le pic pétrolier, qu'on appelle aussi le pic de production, ou le peak oil en anglais ? C'est le moment où la production atteindra son apogée. Une courbe, voilà, comme ça. Le pic de production, c'est tout en haut. Alors, vous avez par exemple le groupe BP qui dit on a 40 ans de réserve mondiale. Bon. Pour Total, déjà, c'est moins. Pour Total, le pic de production, ça sera en 2020. Mais selon justement l'ASPO, qui est l'association pour l'étude du pic pétrolier, il serait ce pic imminent, voire déjà passé. Ce qui apparaît certain, c'est qu'une fois le déclin de la production entamé, la demande, elle, va continuer de croître, elle croît de plus de 2% par an, ce qui va conduire à des tensions fortes et permanentes sur le marché et à l'assèchement rapide des puits. C'est-à-dire qu'avec un déclin des puits de 2 ou 3% par an, eh bien, en 30 ans, on a tout pompé, il ne reste plus rien. Alors, M. Jean-Luc Wingert, ou Wingert, je ne sais pas comment prononcer, qui a écrit La vie après le pétrole, affirme qu'il est impossible d'empêcher le choc pétrolier. Il n'y a pas que lui qui le dit, il y a Yves Cochet et des tas d'autres écologistes. Donc ça sera un choc progressif si finalement on l'amortit nous-mêmes, si on en prend conscience, si on prend les mesures adéquates tout de suite, ou alors ça sera un choc terrible si on ne prend pas le taureau par les cornes dès aujourd'hui. Parce que les gens attendent à ce qu'une innovation technologique résolve le problème, mais c'est un mirage. Et c'est ça, le verrou mental qui empêche la société de réagir normalement, c'est-à-dire d'anticiper et de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire qu'au lieu de penser dès maintenant en termes de décroissance et d'économie
et de mesures palliatives, on accélère. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère, on fonce tête baissée dans le mur, persuadé qu'il y aura un miracle technologique. Voilà. Ce qui en même temps est assez compréhensible quand on regarde la société actuelle. Christelle Seval, comment demander à des personnes de faire des économies sur le pétrole alors qu'elles ont déjà du mal pour la plupart, sans vouloir non plus ouvrir des portes ouvertes, dans la difficulté de payer leurs factures de fin de mois. On leur demande d'un autre côté de faire des économies sur l'environnement. La facture qu'on ne peut pas payer, on sait où elle est posée sur le meuble et il est marqué qu'on doit tant d'euros. L'air avec lequel il y a des problèmes, l'eau et le pétrole, ça reste tout de même assez global, assez évasif et abstrait. Alors Nicolas Hulot est un pragmatique, il a de très bonnes solutions justement pour résoudre le problème. Et ce que tu viens d'évoquer, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que effectivement, si demain on taxe plus cher le pétrole, et ce qui est la solution à mon avis, c'est de le taxer de plus en plus cher, les Français ne pourront plus payer la facture. C'est un faux problème si on déplace la taxation financière. On sait très bien qu'on peut en jouer, on peut préserver certains pans de l'économie, on peut la déplacer et faire en sorte que d'autres services deviennent moins onéreux ou deviennent gratuits. Donc je veux dire qu'à disponibilité monétaire égale, on peut quand même faire des choses. Et je pense qu'il faut qu'on s'enlève tous les verrous de la tête et ne pas s'imposer d'impossibilités, de barrières, parce que sinon, effectivement, là, on n'arrivera à rien. Bien sûr. On est d'accord. Non, mais il est important de le noter quand même. Je pense juste, avant de te laisser continuer, Christelle, à l'auditeur qui viendra d'arriver dans cette émission, La Vague d'OVNI, et qui se dirait, mais quoi, c'est une émission sur l'écologie et sur les réserves énergétiques, sur la pollution. Quel est le lien? Est-ce que tu pourrais rappeler ce lien que tu fais donc dans ton livre, Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, justement entre les deux, entre cette destruction que nous réalisons de la planète et l'influence ou la présence ou la patte extraterrestre? C'est une question quand même qui est difficile à appréhender comme ça en résumé en 5 secondes. Enfin, je vais essayer. Ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe à la fois sur Terre et hors de notre planète bleue. Je pense que les extraterrestres existent et nous observent et interviennent. Alors maintenant, comment comprendre leur intervention? Aujourd'hui, des tas de gens proposent des lectures de cette réalité, cette hypothèse en tout cas. Moi, mon interprétation de l'intervention extraterrestre, c'est qu'elle est très subtile. Et j'explique cette subtilité pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir à visage ouvert, sinon ça constituerait ce que j'ai appelé un ethnocide, ce qui serait finalement l'effondrement de notre société, qui n'est pas assez mûre pour résister à l'arrivée comme ça ostensible d'aliens qui se dévoileraient. Ça, je l'ai expliqué dans Contact et Impact. Et deuxièmement, je pense que si on nous laisse faire, c'est-à-dire que si on laisse l'homme diriger son destin seul, il va vers de graves ennuis dans les décennies à venir. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il y a une intervention extraterrestre qui est en dessous du seuil de conscience de la société humaine, et qu'une partie de cette intervention, tout du moins une partie, est destinée à nous venir en aide. Alors je vais continuer sur le pétrole. Je voudrais citer M. King Hubert, parce que très intéressant de savoir qui est M. King Hubert. C'est, on dirait, aujourd'hui le grand-père de l'analyse pétrolière. C'est un géologue de la Shell qui démontra en 1956, de façon mathématique, que l'exploitation de n'importe quel champ de pétrole suit une loi prédictible. C'est une courbe qui en cloche, lente à décoller, qui se redresse, puis s'aplatit, et ensuite descend abruptement.
il réussit à prédire exactement que la production intérieure de pétrole américain, justement, connaîtrait un pic dans les années 70, avant de décliner très rapidement. Beaucoup d'analystes prennent au sérieux le modèle du pic de Huber, alors que la plupart des compagnies pétrolières ne l'utilisent pas. Parce qu'évidemment, ça serait révélé tout de suite que nous entrons de plein fouet dans une phase de déclin et de déclin rapide. Donc c'est pour ça que les courbes mathématiques, les projections utilisées par les compagnies pétrolières et par l'Agence de l'énergie internationale sont des courbes très très optimistes. Et ils ne veulent pas qu'on parle de M. Huber, qui est un danger public. Il faudrait que je retrouve le petit passage que j'ai noté. Voilà, c'est ça. En 2004, la Cité des sciences et de l'industrie à Paris a entrepris une présentation, une grande exposition intitulée « Pétrole, nouveaux défis ». Eh bien, ils n'ont pas fait une seule allusion au pic de Huber. Et c'est pareil, aux États-Unis aujourd'hui, vous ne trouverez pas de référence dans les livres publiés au cours des 10 dernières années, vous ne trouverez aucune référence à King Huber. C'est quand même incroyable. C'est surtout, n'effrayons pas la population. Et donc, les travaux de M. King Huber, qui pourtant sont prouvés et que beaucoup utilisent pour savoir ce qui va se passer, et notamment l'ASPO, l'Association pour l'étude du pic pétrolier, eh bien, les travaux de Huber montrent que nous allons au déclin rapide, et ces travaux sont séditieux, quoi. Aujourd'hui, c'est un danger public pour beaucoup de nations. Quand on écoute tout ce que tu nous annonces, qui sont des faits d'actualité sur le futur de la planète, oui, tout à fait. Le lien avec les extraterrestres, on peut se demander quand même si ce non-interventionnisme finalement est justifié et s'il ne vaudrait pas mieux une intervention qui soit pourrait provoquer quelques chamboulements, mais qui en même temps éviterait et permettrait d'arrêter cette course incessante et cette destruction de la planète. Elle peut intervenir, à mon avis. Dans la proportion, je me dis qu'une intervention serait moins... Moins, je sais pas, parce qu'une intervention, ça serait lourd de conséquences. Mais je pense qu'une intervention peut arriver en dernière limite. Si l'espèce est vraiment menacée, il y aura peut-être une intervention assez musclée là. Mais je dirais qu'avant d'entreprendre cette intervention musclée, il y a toute une série d'interventions à bas niveau qui ne rentrent pas dans le conscient de la société humaine et qui se produisent en ce moment. Et il y a des tas de phénomènes qui se produisent et on sent très bien qu'on veut nous apporter de l'aide. Cette intervention serait lourde de conséquences, je suis tout à fait d'accord avec toi, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Et en même temps, qu'y a-t-il de plus lourd de conséquences ou d'avenir plus sombre que la destruction de la planète par tous les produits chimiques que nous y mettons, les guerres entre les populations si on se met à la place d'extraterrestres, mettons faisons ça. Des gens très sages, très vieux, qui ont des milliers d'années derrière eux, ils nous observent et finalement, admettons qu'ils accordent à la vie, à la conscience, une valeur très forte, eh bien, pourquoi pas veulent-ils aussi donner la chance à une autre espèce qui viendrait derrière nous dans des milliers d'années, une fois que la Terre se serait débarrassée de l'homme et se serait purifiée. Je veux dire, on n'a aucune idée des cycles là, des temporels qui sont en jeu. Peut-être que ce sont des gens justement qui ont le temps devant eux et qui regardent le bilan global de l'évolution de l'univers sur une échelle de millions de milliards d'années. Et en même temps, on voit sur notre planète que ça fait 150 ans environ qu'on pollue à outrance, donc il faut agir vite. Qu'est-ce que ce système d'attente et wait and see en fait? Il faut agir vite. Comme je te disais, je pense qu'il y a des interventions en ce moment dont l'objectif est de nous aider. Alors tu parlais donc des abductés, entre autres, des contactés.
Oui, alors je citerai... Je nous remets un peu dans le contexte. Je sais que je te coupe dans je ta citerai conférence, quelques exemples, mais ce sont des hypothèses qui sont pas totalement confirmées, hein, mais c'est une impression d'ensemble que j'ai. À la fois, par exemple, dans les enlèvements qui ramènent des gens, quelquefois, qui se sentent investis d'une mission et qui partent avec leur bâton de pèlerin, justement, pour assainir la situation, en quelque sorte. Peut-être... Voilà, je vais donner quelques hypothèses comme ça, et puis vous en ferez ce que vous voudrez. Pourquoi pas implanter des facultés télépathiques qui permettraient à une nouvelle génération d'hommes de mieux comprendre son prochain, de mieux déceler aussi les traquenards des dirigeants. Pourquoi aussi ne pas concevoir à travers les crop circles qu'on nous montre une façon finalement d'accroître les rendements des blés, des plantations, des cultures, et en même temps une manière de désinsectiser et de déparasiter ces plantations sans utiliser de pesticides. Tu parles des mouches. Bon, là c'est un sujet très pointu. Je suis pas spécialiste. Je pense que d'accord. Il y a des gens mieux placés que moi pour en parler, mais j'ai ce sentiment-là. Un autre exemple que je ne vais pas non plus développer parce que ça nous entraînerait très loin, et là aussi il y a d'autres gens qui s'en occupent. Dans les énergies alternatives, je pense que vous avez tous entendu parler du moteur Pantone. Bon, c'est une invention géniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le truc plug and play, quoi, qui s'adapterait très facilement à tous nos moteurs qui utilisent du pétrole, petits ou grands, que ce soit des moteurs de voitures, de tondeuses à gazon, d'avions, de tracteurs, et même des centrales thermiques, c'est-à-dire toutes ces centrales thermiques au monde qui produisent de l'électricité à partir du charbon, du pétrole, eh bien, avec un système Pantone, pourraient tout d'un coup non seulement accroître leur rendement de production, consommer moins de pétrole, mais surtout ne pas polluer, ou quasiment pas polluer. Alors, le système Pantone, voilà, la petite histoire que tout le monde connaît plus ou moins, c'est que c'est un Américain qui a inventé ça il y a une quinzaine d'années. Et ça a été repris en France grâce à Jean-Louis Naudin, qui est un monsieur extraordinaire, qui a un site extraordinaire. Enfin, c'est un ingénieur, un géotrouve-tout, qui travaille beaucoup sur l'énergie libre et sur des tas d'énergies alternatives. Et il a mis à disposition sur son site très rapidement donc les données du moteur Pantone, du dispositif Pantone, qui permettait de s'adapter après sur des tas de moteurs. Et il s'est créé une communauté Quantum autour de cela depuis 10 ans. Des Français bricolent dans leur garage, etc., mettent des systèmes sur leurs voitures, sur leurs tracteurs. Aujourd'hui, ça devient intéressant parce qu'on a un recul. Il y a une voiture qui a roulé pendant 10 ans avec un système Pantone, c'est quand même incroyable. Donc on sait que ça tient le coup, on sait que ça marche. On sait aujourd'hui des tas de choses qu'on ne savait pas avant. Et malgré tout, on n'a toujours pas l'explication scientifique pointue du pourquoi ça se passe comme ça et comment ça se passe exactement. On a des hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. En tout cas, pour revenir aux extraterrestres, et c'est là c'est là qu'on rejoint les extraterrestres, c'est que la petite histoire derrière l'invention de Pantone, c'est de voir comment ça a germé dans son esprit. C'est un type qui n'avait pas fait d'études, autodidacte, et qui n'était pas du tout destiné à bricoler de la mécanique. Ce type avait besoin d'argent, il fabriquait des tables de camping en bois, et puis un jour... en fait, il faudrait raconter toute l'histoire pour que le public comprenne, mais en tout cas, il a été... je dirais, contacté par une dame qui voulait lui acheter des tables, et elle lui a montré très rapidement qu'en fait elle savait toute sa vie. Donc c'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était soit je sais pas moi, soit un messager de Dieu, soit un extraterrestre doté de pas mal de pouvoir. Et cette dame lui a dit à Monsieur Pantone, écoutez, Dieu vous donne une mission, vous allez dépolluer la Terre. Alors, stupéfaction de Pantone, évidemment, vous imaginez.
Et ensuite, c'est toujours une succession comme ça de choses qui arrivent, qui étaient complètement incroyables. C'est-à-dire que Pantone, qui connaissait rien à la mécanique, se met à assembler ça un peu n'importe comment dans son garage. Il trouve des tiges qui n'y étaient pas, il les met pour voir ce que ça fait. Puis tout d'un coup, hop, ça marche. Bon, moi, j'y vois bien la patte d'amis extraterrestres, non ? Pour toi, les signaux sont là, mais en même temps, ce sont des hypothèses, effectivement, mais comment et pourquoi ne pas établir une bonne fois pour toutes leur présence, ce qui pourrait donner vraiment une assise à toutes ces idées. Tu nous parlais des crop circles tout à l'heure, ce qui pourrait donner une assise à toutes ces choses qui seraient envoyées en quelque sorte pour nous guider vers un meilleur destin, un meilleur futur. Le fait d'affirmer une présence donnerait vraiment à l'objet plus de sérieux, peut-être plus d'argent de la part des gouvernements. C'est là où je vois le paradoxe entre la non-apparition et le fait de donner des idées. Mais non, il n'y a pas de paradoxe. Ils ne peuvent pas apparaître au grand jour, comme je l'ai longuement expliqué dans Contact et Impact. Et là, c'est... Tout à fait. J'avais fait une émission ici. Tout à fait. Je pense qu'il y a 2 ou 3 heures d'émission, au moins 2 heures. Il y a un livre. Enfin, je veux dire, c'est une question très importante, hein, mais qui a déjà été traitée. Je pense que, en 2 mots, s'ils interviennent, notre société n'est pas assez stable, elle s'écroule. Hein, et ça serait un problème économique, un problème aussi de remise en question de toutes nos valeurs philosophiques, religieuses, morales. Je pense qu'on est un peu comme un château de cartes très, très instable, et qu'un choc perturbateur qui toucherait notre identité profonde et notre foi en nous-mêmes risquerait effectivement de tout faire vaciller. Mais comprends-moi bien, Christelle, je n'attends pas un sauveur, et loin de là. Mais en même temps, est-ce que le château de cartes n'est pas des gens en train de s'écrouler ? Ah bah si, c'est ce que je dis aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est là, tu vois le. Il y a un écroulement, mais attendez, on n'est qu'au début de l'écroulement là. On n'est pas à la fin. On est tranquille alors pour l'instant. Ah oui, je pense que dans les années à venir, on a une certaine tranquillité. Dans les 10 prochaines années, voilà. Après, qui vivra verra. C'est pas loin, 10 ans. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Notre invitée est Christelle Seval. Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité. C'est le titre de son nouveau livre aux éditions JMG. Christelle Seval, donc, depuis le début de cette émission, brosse l'état de la planète, avec en toile de fond cette non-intervention extraterrestre. Non-intervention, on ne peut pas vraiment dire ça, Christelle Seval. On peut dire qu'il y a des messages, il y a des pistes à suivre qui ne sont pas suivies actuellement. Et heureusement qu'il y a des pistes à suivre, heureusement qu'il y a des messages, car notre planète va très mal. Tu nous parlais il y a quelques instants de l'écologie, des pesticides plus exactement, du pétrole. Il y a aussi les problèmes de guerre sur la planète. Tu nous en parleras juste après. Mais il faut intervenir, mais pas trop. C'est tout cet équilibre assez singulier, où intervenir parce que nous en sommes à la dernière limite, au point de nos retours, presque ce pic pétrolier dont tu nous parlais tout à l'heure. Mais donc intervenir parce que point de non-retour, mais auparavant ne pas vraiment se montrer, mais donner des pistes à suivre. Oui, j'expliquais tout ça dans le plan pour sauver la Terre. C'était ma vision du phénomène, ça l'est toujours aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs plans de sauvetage qui sont préparés et qui sont actionnés par les IT. Il y a des plans qui se déroulent en ce moment. J'ai cité quelques exemples de choses qui se déroulent vraiment en ce moment. Et il y a des plans qui sont, je dirais, de dernier recours. C'était la fameuse lettre ou mythe sur, justement, la possibilité, du moins, ça avait été envisagé par les Oumites, de prendre les rênes sur Terre lors d'un espèce de putsch très rapide, un putsch éclair, en cas, et ils le disent bien, de danger d'autodestruction imminent. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au bord du précipice, eh bien, il n'y aura pas d'intervention. Moi, je le comprends comme ça. Par contre, si on se précipite dans l'abîme, et ça veut dire que
si on se précipite dans l'abîme, c'est-à-dire que tous leurs plans, qui se déroulent en ce moment, eh bien, n'auront pas fonctionné. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on nous donne des tas de signes. C'est des signaux qui sont de plus en plus, qui foisonnent, que je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui décrypte en ce moment. On va voir ce que ça va donner. Il n'est pas impossible que dans les 50 prochaines années, il y ait des choses comme ça qui fleurissent merveilleusement, des solutions extraordinaires, des élans de part et d'autre, des choses peut-être incroyables. En tout cas, je pense qu'il existe aussi des plans de dernier recours. Mais là, ça serait triste, franchement, ça serait triste, parce que moi, les Humites le disent justement dans ce plan qu'ils dévoilaient aux Espagnols. C'était un plan qui devait rester très secret. Bon, ça a été diffusé, mais c'était quand même quelque chose de très, très intéressant à lire. Ils disaient que, en cas d'intervention, de leur part, pour prendre le pouvoir, ça n'irait pas sans mal. C'est-à-dire que ça serait des camps de rééducation pour les masses et pour les enfants, les jeunes, etc. Enfin, je veux dire, on serait mis complètement sous tutelle et que ça générerait forcément un esprit de rébellion. Je veux dire, forcément, il y aurait des tas de gens à qui ça plairait pas, que ce soit des religieux, que ce soit des individus, ouais. comme vous et moi. Enfin, moi, je serais peut-être d'accord, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et encore, j'en sais rien. Il faudrait voir. Mais en tout cas, il est évident, ils l'ont prévu, ça, que ça générerait donc des résistances très très fortes à l'invasion, à l'occupation, parce que ça serait une occupation ennemie. Ce serait une usurpation de pouvoir. Et même sous des dehors amicaux, eh bien, les populations, ou du moins une partie des populations, finiraient par devenir violentes et rebelles à tout raisonnement, à tout message. Donc, alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que s'ils interviennent, c'est pour appliquer leur modèle, en fait, sur nous. C'est-à-dire que l'humanité aurait perdu sa liberté, son inventivité, sa spécificité. Ouais. On parle de spécificité culturelle française, mais là, c'est un peu ça. C'est la spécificité culturelle humaine, terrienne, qui a beaucoup de richesses, qui, justement, c'est ça la liberté. La liberté, à mon avis, de laisser un peuple déterminer son avenir, c'est aussi lui donner une occasion d'inventer des choses qui n'ont jamais été inventées ailleurs. Je pense que c'est ça, l'univers a besoin de prise de conscience planétaire, comme ça, ici et là, et que chaque planète a quelque chose à découvrir que les autres n'ont pas découvert. Et c'est ça la beauté de la conscience. À partir du moment où il y a des extraterrestres qui viennent, pour ramener tout ça à l'ordre, ils vont forcément imposer des normes, des modèles, etc., qui vont plaquer sur notre civilisation, ce qui va complètement étouffer à la fois notre fierté, ce qui fait de nous des humains, notre libre arbitre, sages, qui respectueux, notre libre arbitre, notre fierté, etc., etc. Notre création artistique qui est mise en avant énormément dans les lettres humides, cette passion pour l'invention et la créativité humaine. Ils disent qu'on est très fort sur le plan, bien plus que sur le plan culturel, c'est-à-dire plan artistique, musical notamment, pictographique aussi, danse, mais surtout musique. En même temps, quand on regarde un petit peu leur existence et leur mode de vie, c'est vrai que ça paraît assez fade par rapport à ce qu'est la planète Terre. Oui, alors ça c'est une lecture du dossier humide, oui. Moi j'ai pas ce sentiment-là. Franchement, je préférerais habiter chez eux. Parce que, je pense que je vivrais beaucoup mieux. Et vous savez, la fadeur, c'est très subjectif. Bon, il y a des Chinois, par exemple, les Chinois de Pékin mangent très épicé. Les Chinois de Wenzhou mangent très fade. Eh bien, un Chinois de Wenzhou, quand il mange un plat sans épices, pour lui, ça a quand même une saveur très affirmée. Donc tout ça, c'est une question d'habitude, de culture. À fait. Et on peut se demander pourquoi cette intervention, je reprends le thème de tes travaux, pourquoi cette intervention au dernier moment, si jamais, c'est le but de notre émission de ce soir, faire le tour d'horizon de ce qui ne va pas sur la planète Terre et ainsi penser à l'intervention extraterrestre. Pourquoi intervenir au dernier moment ? Ça, c'est laisser le libre arbitre. Non, mais je veux dire, pourquoi intervenir ?
Pourquoi intervenir au dernier moment? À la limite, si on n'est pas capable de faire avancer notre petite planète, pourquoi vouloir absolument la sauver et la faire rentrer dans ce grand système de l'univers? Tu voudrais dire par là nous laisser nous suicider bien calmement dans notre coin. Pourquoi pas? Mais c'est une possibilité qui est évoquée aussi dans les lettres humides. Et je me rappelle plus la phrase exacte, mais ils disent quelque chose comme « Nous n'avons pas la certitude absolue que nous avons l'obligation morale d'empêcher votre suicide. » Voilà. Ah ça, je ne savais pas ça. C'est une phrase très dure, parce que ça veut dire que bon, ils ont prévu un plan d'extrême urgence pour nous venir en aide si vraiment on fait des grosses bêtises, mais en même temps, ils nous disent qu'ils n'ont pas la certitude absolue que moralement, ils avaient obligation de faire cela. C'est très dur, parce que ça veut dire qu'effectivement, comme un être humain aussi peut se suicider, est-ce que on a l'obligation morale d'empêcher son suicide? Et ben, la réponse n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente du tout. Et j'espère, de tout mon cœur en tout cas, que ils vont se les fabriquer, ces obligations, hein, parce que moi, j'ai pas du tout envie de voir l'espèce humaine disparaître, hein, franchement. Et ceci implique évidemment toute la logique que nous développons depuis tout à l'heure. Ceci implique déjà une certaine sagesse, une entente entre différentes populations, différentes ethnies extraterrestres, et un ordre et une action bien précise pour faire cohabiter les différentes espèces de l'univers. Exactement. Je pense qu'il y a dans la multitude des ethnies qui passent dans notre ciel un certain niveau d'entente et d'ordre. Je ne sais pas lequel il est exactement. En tout cas, à travers les lettres humides, on voit que il y a des races plus avancées des races moins avancées, et qu'il y a un code de bonne conduite, et que quelquefois ce code va assez loin. C'est-à-dire que les humides, lorsqu'ils sont venus sur Terre, disent qu'ils ont demandé l'autorisation, justement, à une race bien plus avancée qui, apparemment, est d'un niveau technologique et hiérarchique bien supérieur à eux, et qui, apparemment, s'occupe de la Terre dans sa zone d'influence. Donc, on voit que il y a toute une pyramide possible d'ethnies, de races, et que chacune obéit à un minimum de règles. Et la non-intervention en est une. C'est le meilleur exemple de règle qui existe, à mon avis. C'est la non-intervention ostensible. Tant qu'il n'a pas été décidé par je ne sais qui que notre civilisation est assez mûre pour pouvoir recevoir en son sein des espèces d'outre-monde. Je me permets juste de continuer sur cette idée encore quelques minutes, mais dans les lettres humides, tu es beaucoup plus spécialisé que moi sur le sujet. Tu nous l'as déjà prouvé, mais si je me souviens bien, il parle d'une espèce agressive qui, elle aussi, nous visite. Ce qui voudrait dire que l'on peut atteindre l'évolution dans l'univers, tout en gardant un aspect assez guerrier. Et à partir de là... Alors, c'est pas tout à fait ça, et justement, j'ai la lettre avec moi. Ah bah ça c'est formidable. Alors je termine ma question et tu vas pouvoir, à partir de là, si, avant que tu me contredises, c'est une espèce ou agressive ou interventionniste qui n'est pas d'accord avec cette majorité, on va dire pacifiste, existe dans l'univers et qu'elle a réussi à atteindre un certain niveau d'évolution pour passer de planète en planète, comment penser que, par exemple, les humides sont la voie positive et non pas les autres? Comment mettre ce côté bienveillant en avant? Comme je le disais, il y a des races, je dirais, qui ont un comportement neutre vis-à-vis de nous. Donc, là, on ne peut pas qualifier ces interventions de bienveillance, de malveillance. Bon, ils n'ont pas décidé de s'impliquer vis-à-vis de notre espèce. Ça, je dirais, c'est le comportement normal d'un ethnologue qui visite et qui veut comprendre une tribu aux mœurs primitives. Bon, il va pas du tout se montrer, il va pas s'impliquer. Il veut avoir que l'expérience soit la plus neutre possible afin de recueillir un maximum d'informations. Et puis bon,
voilà, il y a des ethnologues qui passent comme ça, qui recueillent de l'information, qui s'en vont. Et puis il y en a d'autres qui s'impliquent et qui essayent après de lier des liens avec ces tribus, essayer de les sauvegarder. Voilà, il y a tous les cas de figure. Maintenant, quant à l'hostilité, effectivement, moi, dans le dossier Humite, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des traces de races qui ont des comportements pas très bienveillants. Alors là, j'ai un exemple sous les yeux. Comment se fait-il que tu aies cette lettre avec toi, Christelle ? Je sais pas, c'est le hasard. Tu ouais, vois, c'est je trouve ça vraiment étonnant. C'est la lettre qui porte le numéro D53, hein, pour ceux qui veulent se rendre sur le site humoscience.org, humo-science au pluriel.org. Vous verrez qu'elles sont toutes référencées avec des lettres et des numéros. Eh bien, c'est la D53. C'est un petit extrait que je vous lis. Alors, c'est justement à propos d'une race qui ont des actes qu'on peut qualifier un peu de malveillants vis-à-vis de nous. Ils disent, ils ont une philosophie très particulière, monothéiste comme la nôtre, mais ils ont aussi un cadre moral qui n'est pas universel, selon lequel il n'est pas seulement valable que pour les hommes qui vivent sur la planète. Non, selon lequel il n'est seulement valable que pour les hommes qui vivent sur la planète. Voilà. Ils considèrent qu'il est éthique et permis de réaliser tous les types d'expériences sur des êtres étrangers à leur astre. Cette morale les rend très dangereux pour vous et pour d'autres planètes. Et leur objectif actuel est de créer chez les hommes terrestres des traduits par cadre psychique anormal et différent des coutumes habituelles, pour observer les réactions des sujets soumis à une telle expérience et pouvoir connaître ainsi leur psychisme. Une telle technique est connue par nous, mais à un niveau très rudimentaire. Nous avons adopté un compromis formel de ne pas nous immiscer mutuellement dans les expériences d'études que nous faisions, malgré le fait que leur attitude envers les terrestres nous paraisse immorale. Alors là, on sent bien qu'il y a une frontière, c'est-à-dire il y a des choses qui sont permises, et puis au-delà, on pense qu'il y a des choses qui ne seraient pas permises. Ils le disent aussi dans une lettre, qu'à partir du moment où il serait flagrant qu'une race aurait envers nous une attitude d'hostilité qui irait jusqu'à la destruction d'un certain nombre d'humains, je dirais, là, il y aurait intervention d'autres ethnies pour mettre fin à ce phénomène. Là, on peut penser que c'est cette race qui tente des expériences psychiques dérangeantes sur les humains. On peut penser qu'elle ne crée pas un tort vraiment significatif au niveau planétaire. Ça, c'est la première chose. Et il me semble aussi qu'il y a une suite qui dit que ces êtres-là sont partis. Je crois me rappeler qu'ils seraient déjà partis et donc on n'aurait plus affaire à eux. Donc, je m'étais posé la question, est-ce que ces êtres-là, justement, ce ne seraient pas les petits gris ou ce ne seraient pas ceux qui sont responsables d'une certaine partie des abductions ? Je crois que non. Et ça, ce serait pire, ces expériences sur les humains, qu'une intervention comme le ferait le père, le patriarche, sur la planète, en enlevant tout droit de libre arbitre, tout droit décisionnaire à l'être humain. Oui. Ah oui. Pour moi, oui. D'accord. Non, mais c'est effectivement une question de valeur, mais ça fait partie de notre discussion de ce soir sur cette influence des extraterrestres qui regardent, donnent des petites choses, mais n'interviennent pas encore réellement vers cette espèce humaine qui pourtant a l'air prête au... Ah non, toi tu es prêt, moi aussi j'espère. Et je pense qu'il y a des tas de Français notamment qui sont prêts. Pourquoi je dis ça ? Parce que on est un pays qui est entre guillemets rationnel, assez rationnel. Hein. On a fait pas mal d'erreurs dans le passé, mais on est arrivé, je pense, à un niveau culturel et mental assez globalement satisfaisant, où on a un vernis de civilisation suffisant, à mon avis, pour supporter un tel choc. Je ne crois pas que ça soit le cas dans le reste du monde, et notamment dans les pays qui ont des religions très marquées, qui ont des tolérances zéro, qui ont des cultures rationnelles très, très récentes. Et je crois que le problème viendrait de là. Hein. Donc c'est pour ça il faut jamais se dire moi je vois pas pourquoi.
ça n'irait pas parce que moi je suis prêt. Oui, d'accord, mais le voisin, mais le pays d'à côté. Parce qu'il faut voir que c'est une équipe d'ensemble. Hein. On est 6 milliards sur la planète. Il suffit qu'il y en ait 2 milliards qui prennent ça très mal et ça suffit à mettre le boxon. Hein. Je veux dire, c'est la minorité agissante. Voilà, les bolchevismes, ça veut dire minorité en russe, hein, bolchevique. On voit bien ce qu'a pu faire une minorité en 1917. Donc, il ne faut pas négliger les pouvoirs des minorités rebelles. Donc, non-intervention pour ces raisons-là. Ça m'a permis de revenir un peu sur les précédentes émissions que nous avons réalisées ensemble et dont le livre que tu nous présentes aujourd'hui est un chapitre. C'est un chapitre. Tu as décidé de détailler chaque chapitre de cet ensemble, de cette globalité. Oui, exactement. Qui est Contact et Impact. Non, le plan pour sauver la Terre, c'est le sommaire, je dirais. Voilà, pardon. Contact et Impact, c'est un chapitre. Et les extraterrestres et l'avenir de l'humanité est un autre chapitre. C'est un autre chapitre là qui parle donc de l'état de notre planète et de la non-intervention. En tout cas pour l'instant, extraterrestres, j'avoue que moi-même, je serais ravi de les voir arriver. Et pourquoi pas ça mettrait les présidentielles de côté pendant un bon bout de temps. Christelle Seval, on continue ce tour d'horizon évidemment sans trop de détails. Pour tous ceux qui veulent des détails, nous pouvons que vous conseiller de vous procurer le livre de Christelle Seval paru aux éditions JMG, donc les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, pour vraiment avoir toutes les études affinées de Christelle Seval concernant donc l'écologie, concernant l'état de la planète et le pétrole, l'énergie donc et les guerres entre populations. D'ailleurs, le prochain chapitre y est consacré, Christelle Seval. Quand on nous regarde d'en haut, on doit être assez inquiet de voir ce qui se passe entre les différentes régions du globe et les disparités. Je pense que ça fait longtemps que l'inquiétude existe chez les observateurs, puisque, semble-t-il, ils doivent avoir des modèles prédictifs, c'est-à-dire on appellerait ça aujourd'hui des modèles informatiques, hein, capables de prévoir à l'avance ce qui va se passer à partir des faits recueillis, à partir des paramètres qu'on engrange. Je pense qu'ils ont des modèles prédictifs donc très pointus, très puissants, qui peuvent dérouler le futur de façon assez précise et dans un laps de temps assez long. Et donc je pense qu'ils savent très bien où notre politique et l'état du monde actuel nous mènent. Ils le savent très très bien. C'est pour ça qu'ils nous le disent. Nous n'avons pas encore ces outils de prospective. Je veux dire, on commence à en avoir dans tous les domaines, en économie, en agriculture, etc. Mais pour le climat, justement, aussi, des modèles climatiques, là, on peut en parler. Mais ça suffit pas à nous apporter des certitudes et encore moins des visions sur des périodes un peu longues. Hein. Ces modèles qui ne sont pas pris au sérieux. Ah oui, alors justement, je voulais parler du climat. Parce que c'est peut-être finalement le point le plus dur. Oui. Dans le sens où s'il manque de pétrole, peut-être qu'on trouvera des palliatifs. Par contre, si le climat devient véritablement méchant, là, il n'y aura pas de palliatifs. Hein, on subira totalement. Et je voulais parler du climat parce que j'en ai marre d'entendre la désinformation ambiante, ce qu'on nous dit à la télé, dans les journaux. J'en ai marre d'entendre cette soupe parce que c'est très insidieux. C'est-à-dire que tout en nous donnant des chiffres exacts, on ne nous parle pas de la vérité. C'est-à-dire que c'est... je ne sais pas si c'est volontaire... à la fois oui, à la fois non, je pense. Mais on nous donne des chiffres qui sont pas faux du tout parce qu'ils sont issus justement de groupes de scientifiques, par exemple le GIEC, hein, qui est le groupe d'intervention pour l'écologie, pour l'évolution du climat. Voilà, groupe d'intervention pour l'évolution du climat, qui est un groupe international de scientifiques. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui toutes les études sérieuses se basent. Hein. Je veux dire, les études du GIEC forment vraiment la référence. Bon. Eh bien, lorsqu'aujourd'hui on nous parle de chiffres du GIEC, je dirais que ça n'inquiète pas le français moyen. Et ça, c'est scandaleux, mais c'est scandaleux parce que on enrobe ces chiffres, je dirais, de mensonges, d'omissions.
C'est pour ça que je voulais en parler. Par exemple, on nous dit qu'on risque un réchauffement entre 2 et 5 degrés au XXIe siècle. Franchement, ça ne fait peur à personne. C'est pas comme ça qu'on va faire peur aux gens et leur faire prendre conscience de la gravité du problème. C'est pas compliqué. Pourquoi les gens n'ont pas peur ? D'abord, on est habitué à des écarts de température qui sont quand même beaucoup plus importants que ça. Entre, par exemple, le pic de froid l'hiver où on va atteindre du -10, -20, le pic de chaud de l'été, on va atteindre du 40 degrés. Rien que là, on voit qu'on a une amplitude facile de 60 degrés. Donc on vit très bien avec une amplitude de 60 degrés. Ensuite, rien que dans une journée, le petit matin, il va faire 0 ou 5 degrés, l'après-midi, il va faire 15 ou 20. Bon, on vit avec des amplitudes, des écarts de température chaque jour qui peuvent atteindre 10, 20, 30 degrés. Donc, forcément, lorsqu'on nous dit un réchauffement de 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, ça nous paraît complètement gérable. Je veux dire, ça nous paraît quelque chose d'embêtant, qui va effectivement changer la vie de la faune et de la flore, qui va faire remonter, par exemple, les vignobles en Angleterre et ce genre de choses. Mais franchement, ça paraît quelque chose de gérable. Or, c'est pas vrai du tout. Voilà ce qui va se passer. Alors, ça mérite une explication, bien sûr, mais je vous la donne vite fait. On a connu un petit âge glaciaire au XVIIe siècle en Europe, et notamment en France. Moi qui connais bien les Hautes-Alpes, je peux vous dire que le glacier blanc dans le parc des Écrins, là, qui coule des Écrins à 4100 mètres, le glacier blanc rejoignait le glacier noir et couvrait totalement le pré de Madame Carle. Bon, aujourd'hui, les glaciers ont quitté le pré, ont remonté quasiment de 1000 mètres, quoi. C'est impressionnant. Et en fait, c'était dû à la baisse d'un petit degré de moyenne de température. Par exemple, si on remonte un peu plus loin dans le passé, quand est-ce qu'on rencontre un delta de 5 degrés de différence de température ? Eh bien, c'est lors du dernier rage glaciaire où il y avait 5 degrés de moins en moyenne. C'est là je dirais la désinformation. C'est que là, on parle de moyenne de température. Et 5 degrés en moins, c'était il y a 15 000 ans. Les glaciers alpins, eux, allaient jusqu'à Lyon. Voilà. Et il faut savoir que les mammouths, il y avait des mammouths dans le midi de la France. C'était de la Sibérie, la France. Donc voilà. Qu'est-ce que ça fait un delta, une différence de 5 degrés. 5 degrés en moins, c'est des mammouths à Nice. Bon. Donc 5 degrés en plus, c'est pareil. C'est un changement climatique fondamental. Bon, dans l'autre sens, évidemment. Je sais pas très bien l'imager, mais en tout cas, ça serait terrible. 5 degrés en plus de réchauffement planétaire, je veux dire, l'espèce humaine est gravement en danger. Quant à atteindre 10 degrés de plus en moyenne, c'est quasiment l'extinction de l'homme, quoi. Il reste que les scorpions à cette température-là. Alors, je vais vous donner un exemple précis. Dans le Figaro, il n'y a pas très longtemps, justement, c'était en juin, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique vient de mettre en ligne donc un ensemble de données issues des travaux du GIEC notamment, et le Figaro a mis tout un article là-dessus. Il faisait la carte de la France en 2100 avec des courbes de hausse de température qui allaient de 2 à 2,5 degrés ou 3 degrés dans le sud. Bon, c'est très alléchant ça, parce que qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, finalement, c'est pas mal 3 degrés de plus. Si on aime la chaleur, c'est génial. Il suffit d'acheter un terrain dans la Creuse et puis il y aura des cigales bientôt. Alors, le trompe-l'œil utilise 2 effets. Alors, d'une part, il s'agit du scénario, ce qu'on appelle le scénario B2, qui est le scénario le plus optimiste, qui suppose le volontarisme le plus sévère pour lutter contre les émissions de CO2 et qui suppose des tas de paramètres qui ne sont pas pris en compte. À mon avis, c'est un scénario qui n'est pas très réaliste. Bon, mais ce n'est que mon avis. Bon, il serait étonnant que la réalité soit pas un peu plus noire que ça. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'il est indiqué nulle part ce que représente réellement alors moi, j'appelle même pas ça un réchauffement, j'appelle ça un surchauffement. Parce que là, c'est pas une simple
une simple aggravation de la chaleur, c'est surchauffe, c'est le moteur qui s'emballe, hein, c'est le moteur qui surchauffe, et là on risque de faire péter le moteur, quoi. Et donc ça, ils disent pas ce que ça fait 3 degrés de plus, hein. Ils le disent pas du tout. Et en plus, ils donnent à penser qu'en 2100, parce que c'est la carte de la France en 2100, on a l'impression à voir ça qu'en 2100, ça y est, ça s'arrête et la température redescend après, ce qui est complètement faux. La température va continuer, parce qu'il faut savoir qu'il y a une inertie énorme des gaz à effet de serre, il y a au moins une inertie de 30 ans, ce qui fait que ce qu'on émet aujourd'hui va réchauffer la planète dans 30 ans. C'est considérable. Ce qui veut dire qu'il est fort à parier qu'en 2100, la température va continuer à augmenter jusqu'à au moins 2200 ou 2300, et que si on atteint déjà des hausses, je dirais, limites en 2100, c'est l'avenir de l'espèce là qui est mis en jeu pour le 22e siècle. Donc, on pense aussi que le changement climatique, c'est un problème comme un autre, dont on s'occupera plus tard. Mais ça, je veux dire, on utilise toujours nos expériences passées pour gérer les problèmes, et on a l'illusion que cette méthode fonctionnera toujours. Hein, il va faire chaud, on va s'organiser, quoi, comme d'habitude. Mais en fait, on n'a jamais eu à affronter une transformation comme ça, d'une amplitude extrême sur la globalité de l'écosystème. Avec l'inertie du phénomène, en plus, c'est aujourd'hui donc qu'il faut agir, parce que c'est aujourd'hui que nous mettons en jeu la vie de nos descendants, de nos petits-enfants, etc. Donc, bon, je sais que vous avez, je pense, certainement beaucoup d'émissions qui sont consacrées au climat. Toujours est-il que, si j'ai quelque chose à dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec Nicolas Hulot. Il faut, et puis d'autres, hein, Jean-Marc Jancovici, il faut atteindre ce qu'on appelle le facteur 4. Hein, c'est-à-dire qu'il faut... la Terre a une possibilité naturelle d'absorption des gaz à effet de serre par l'océan qui dissout le CO2, par les forêts qui font un peu la même chose. Quand les forêts sont en bon état, il ne faut pas dépasser ce seuil d'absorption naturelle. Aujourd'hui, je crois que c'est autour de 3 gigatonnes de CO2 par an. Donc, tant que nous émettrons plus de 3 gigatonnes par an, eh bien, la Terre émettra dans l'atmosphère donc ce qu'elle ne peut pas absorber, et ça se constituera donc un matériau pour le réchauffement ultérieur. Malheureusement, lorsqu'on regarde le bilan de CO2, il y a l'absorption d'un côté et il y a le rejet de l'autre. Hein. Donc pour faire le bilan, il faut faire source de gaz à effet de serre moins puits de gaz à effet de serre. Donc les sources sont bien connues, c'est les sources anthropiques, c'est-à-dire c'est l'homme qui par son chauffage, par son agriculture, par son industrie, etc., ses transports génèrent des gaz à effet de serre. Il y a des sources aussi qui sont naturelles et qui malheureusement sont en train de s'emballer là, à cause du réchauffement. Hein. Par exemple, il y a le méthane. Le méthane a un effet très très nocif puisqu'il a un effet de réchauffement 20 fois plus important que le CO2. Et le méthane, notamment, se libère dans le pergélisol gelé de la taïga, de ces zones, vous savez, où il y a un sol gelé au Canada, en Sibérie, etc. Or, le réchauffement d'ensemble fait que ce sol qui était avant gelé en permanence commence à fondre. Et dans ce sol, il y a des matières organiques en décomposition. Et quand il n'est plus gelé, ces matières organiques libèrent du méthane et du CO2. Et elles comportent un stock énorme de méthane. Ça serait absolument dramatique si ça se mettait à se dégeler. Il y a aussi du méthane dans les océans, dans ce qui s'appelle les clatrates, qui sont des pièges de méthane à une certaine pression océanique, à peu près à 300 mètres de fond sur les plateaux océaniques. Là aussi, pression et température, ce qui fait que là aussi, s'il y a réchauffement, ça risque de libérer du méthane, ça risque là aussi d'être catastrophique. Donc le problème climatique, c'est un problème de rétroaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement à prendre en compte les gaz que l'on émet, il y a à prendre en compte
toutes les interactions des paramètres. C'est-à-dire que plus ça réchauffe, et plus encore on va réchauffer parce que ça va générer des effets, je dirais, collatéraux. Et puis en tenant compte aussi, Christelle Seval, mais c'est un autre chapitre, des problèmes de migration, d'hibernation des animaux qui sont complètement paumés par rapport aux températures beaucoup trop élevées et qui ne savent plus exactement quelles sont les saisons. Pour nous, c'est pas très très grave pour l'instant parce qu'on peut mettre notre manteau et parce que l'être humain s'est habitué à ça. Il a perdu ses poils et il a mis des vêtements. Par contre, les animaux, eux, ne font plus de réserve de graisse, ne migrent pas forcément, ne savent plus quand hiberner. Cela pose de gros soucis. Christelle Seval est notre invitée. L'extraterrestre et l'avenir de l'humanité, c'est son nouveau livre aux éditions JMG. C'est un chapitre de plus à cette série qu'il a décidé d'entreprendre. Il est venu pour différents livres sur cette antenne. Humo, un dieu venu d'ailleurs, OVNI, Contacter Impact, Le plan pour sauver la Terre. C'est d'ailleurs surtout ces livres confondus que vous pouvez l'interroger sur notre antenne au 08 92 23 95 20. Voilà, nous allons bientôt conclure cette émission. Nous allons nous arrêter sur ce qui a été dit finalement au début de cette émission, au 4e de couve de ce livre. Je le cite en quelques mots. L'auteur examine quel sera notre avenir collectif. Alors là, il s'agit évidemment de l'environnement, de l'énergie, des problèmes entre les différents États, ces problèmes de pouvoir. Donc quel sera notre avenir collectif et quel est le sens profond de ces avertissements issus d'identités non humaines? Alors l'avenir collectif, c'est ce dont tu nous parlais, Christelle, c'est-à-dire tous ces problèmes énergétiques et guerriers, entre autres. Oui, guerrier, par exemple, je suis persuadé qu'en ce moment, il y a une menace qui plane sur nous, c'est une guerre en Iran. Évidemment, tout le monde en voit la partie émerger, c'est comme un iceberg, hein. On voit bien que l'Iran est dirigé par des religieux. Ils attendent l'imam caché, le retour de l'imam caché. Et quant aux États-Unis, c'est un peu pareil. C'est un pays maintenant dirigé par des religieux, il faut dire ce qui est. Hein, qui attendent aussi les États-Unis ont une vocation messianique très très affirmée. Donc c'est un peu une histoire de guerre de religion là, donc on peut craindre beaucoup de choses. Et donc je disais partie émergée parce que il y a une partie, je dirais sous l'eau, dont je vais évoquer en quelques mots. Et voilà pourquoi moi je crains fort des attaques sur l'Iran. Premièrement. Et ça, beaucoup de géopolitologues le disent, le grand ennemi des États-Unis, pour eux, il n'y en a qu'un d'ailleurs, hein, c'est pas ce qu'on nous serine à longueur de temps, c'est la Chine. La Chine est en train de croître énormément et de s'armer très très vite. Donc, l'ennemi américain, c'est la Chine. Or, d'après les rapports, on voit très bien que une des façons, la meilleure façon pour les États-Unis de contrôler la Chine, de faire en sorte que la Chine ne puisse leur causer du tort dans les années à venir, c'est premièrement de contrôler son accès au pétrole, parce que la Chine a besoin de beaucoup de pétrole. Et pour cela, eh bien, il faut absolument que les États-Unis fassent le casse sur toutes les stations-service existantes, comme dirait Jean-Marc Roder, c'est-à-dire prennent les principales réserves du monde. Et aujourd'hui, la deuxième réserve après l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. Ils ont déjà pris l'Irak, qui est la troisième réserve au monde. Alors, il y a plusieurs facteurs aussi. Pourquoi prendre l'Iran? Bon, premièrement, réserve de pétrole pour contrôler la Chine. Deuxièmement, réserve de gaz, au moins tout ça c'est la même chose. Troisièmement, c'est pour éviter que l'Iran fasse ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire faire une bourse de pétrole en euros, parce qu'à ce moment-là, ce serait possibilité d'effondrement du dollar. Ensuite, il y a la fin du pacte américano-saoudien qui fait que les États-Unis craignent de perdre leur emprise un petit peu sur l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont vraiment besoin des stocks de pétrole de l'Iran. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aller prendre le contrôle de cet or noir. Donc, c'est pour ça les risques de guerre. Moi, c'est ce que je vois dans les décades à venir. Alors évidemment, on va dire l'Iran s'arme en nucléaire, donc on va aller leur taper dessus. Mais ça suffira pas pour aller prendre en main les champs de pétrole. Il faudra vraiment qu'ils se déplacent
là-bas. Donc il y a des choses qui se préparent. Là, il faut faire très très attention. Ça, c'est les risques de guerre. Maintenant, si on veut revenir, faire le lien avec les extraterrestres, que pourrait-il faire dans ce genre de situation finalement de guerre plus ou moins chaude entre des rivaux sérieux? Ouais, je sais pas quoi dire. En tout cas, ils ont apporté la démonstration depuis ces 30 dernières années, apporté la démonstration qu'ils sont capables de stopper les missiles nucléaires dans les silos. Hein. C'est, par exemple, alors justement, qu'ont-ils déjà fait ça nous... y a l'affaire Minot, plus une autre base, Holoman, je crois. J'ai plus le nom en tête, mais ils sont intervenus au-dessus de plusieurs sites de silos de lancement de missiles nucléaires, des missiles Minuteman aux États-Unis, en désactivant une partie de ces missiles. Et donc, c'est clair, ils ont la possibilité de désactiver toutes les têtes nucléaires. Je ne sais pas par quels moyens, mais ils l'ont. Donc, à partir du moment où des conflits se nucléariseraient, en même temps, je suis très inquiet. Et puis, en même temps, je sais qu'ils ont la possibilité d'arrêter ça. Bon, voilà. Maintenant, si ce sont non pas des conflits gigantesques, par exemple, entre un gros bloc qui serait constitué de l'Occident contre un autre gros bloc constitué de l'Orient, je ne sais pas quoi, et donc qui risquerait d'apporter un holocauste terminal. Si c'était des conflits régionaux, là, je sais pas s'ils interviendraient. Peut-être pas. Ils nous laisseraient prendre la mesure, prendre la responsabilité de nos actes, regarder ce que l'on est capable de faire. Enfin, je sais pas. Mais je pense pas qu'ils interviendraient. Je pense que ça serait pas un danger suffisamment grand, extrême, à mon avis, pour une intervention. Voilà. Et sur les messages laissés par aux abductés ou laissés par des entités, ils sont, et on le disait au début de cette antenne, ils interviennent déjà en quelque sorte. C'est en tout cas toi ce que tu penses. Ils interviennent déjà de manière. Oui, très souvent lorsqu'ils enlèvent quelqu'un, du moins, c'est pas forcément un enlèvement physique. Hein, ça peut être un trip mental. Mais en tout cas, l'enlever, le ravi, l'abducté, il a ce sentiment-là. Bon. Eh bien, très souvent, on lui joue une scène, une succession de scènes. Par exemple, on lui montre des catastrophes écologiques, hein, par exemple des sécheresses inouïes, des inondations, ou alors on lui montre des guerres terribles. Je me souviens une fois, on voyait des scènes de guerre à cheval et on faisait comprendre aux contactés que les militaires avaient repris l'usage du cheval parce que le cheval était indétectable aux drones, aux missiles ou je sais pas quoi, au radar. Donc on montre beaucoup d'images de catastrophes de ce genre à ces gens, ce qui fait que quand ils sont relâchés dans la nature, un certain nombre d'entre eux pour le moins, se sont investis d'une mission, c'est-à-dire la mission d'avertir la Terre, quoi. Et alors là, très souvent, évidemment, après, ça se complique parce qu'ils sont face à face au monde réel et puis personne ne les comprend. Ils doivent trouver la façon de survivre à ce bouleversement qui est venu transformer leur vie. Souvent, d'ailleurs, il y a un divorce, il y a un changement de travail, parce que leurs valeurs ont changé. Par exemple, souvent, on s'aperçoit que des gens avaient des valeurs traditionnelles, etc. Et puis après une expérience comme ceci, comme après une NDE, eh bien leurs valeurs se sont spiritualisées et ils sont moins matérialistes. Ils sont axés sur, oui c'est ça, ils se concentrent sur des choses. Finalement qu'on pourrait qualifier de plus importantes, plus essentielles, et ils le vivent pas toujours bien, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, on a l'impression que ces gens après repartent dans la société avec cette mission d'avertir et cette mission aussi d'agir pour le bien de l'espèce collective. Mais alors évidemment, c'est encore un grand débat. Il y a des gens qui diront ah non, c'est pas ça l'abduction. Il y a des gens qui vivent ça très très mal. C'est vrai aussi. Et je vous invite à relire Le plan pour sauver la Terre où j'émets plusieurs hypothèses là aussi sur ce dossier qui est très sensible.
Donc, selon toi, les messages arrivent déjà depuis quelques dizaines d'années. À nous d'en prendre conscience. Ouais. Ils arrivent chez des personnes qui ne les attendaient pas forcément, qui n'étaient pas d'un milieu social où on aurait pu s'attendre à voir émerger ce genre de choses aussi. Oui, ça touche tout genre de population et pas du tout. On pourrait croire aussi que ça touche pas du tout les classes dirigeantes. Par exemple, une autre forme d'intrusion et d'intervention, c'est par exemple les apparitions de la Vierge. Alors il y a des vieilles apparitions, je dirais, qui sont peut-être plus d'actualité au jour d'aujourd'hui. On peut citer Fatima, l'apparition de la Guadeloupe. Tout ça, j'en parlerai dans mon prochain livre justement, qui s'appellera Les apparitions de la Vierge. Ufologie versus théologie, parce que je pense que toutes les apparitions ne sont pas le fait d'extraterrestres, mais par contre, il y en a quelques-unes qui sont, à mon avis, typiques. Et par contre, une apparition récente, qui à mon avis a beaucoup de sens, et qui possiblement une intervention extraterrestre, sont les apparitions de Zaytoun et les apparitions d'Asyut en Égypte. Alors là, c'est un truc extraordinaire, ce truc. Asyut, banlieue du Caire, on est en 1968, en Égypte donc, et la Vierge apparaît, elle va apparaître pendant plus d'1 an, en hologramme lumineux, je dirais, au-dessus d'une basilique, et des millions, je dis bien des millions, de personnes vont la voir. Elle va même être photographiée. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que l'information n'a pas franchi la Méditerranée, n'a pas franchi l'océan. Ça a été vraiment le cover-up complet là-dessus dans l'Église européenne, dans les églises. Enfin, alors que c'était une apparition, mais d'une dimension mais gigantesque, puisqu'il y a des millions de personnes qui l'ont vue. Et il s'est passé des choses incroyables. Toujours est-il que là, on pourrait croire que cette apparition est le fait d'une technologie. Ces apparitions ont recommencé en l'an 2000 à Asyut, c'est une banlieue d'Assouan, là un peu plus au sud de l'Égypte. Et là, les moyens technologiques de l'humanité avaient progressé. On a pu la filmer en couleur. Là aussi, c'est pareil, elle est apparue assez longtemps dans des spectacles colorés, mais superbes, absolument superbes. Et il n'y avait pas qu'elle qui apparaissait, il y avait des colombes, il y avait des tas de trucs. C'était vraiment un festival époustouflant. Ça a été filmé, ça a été photographié, il y avait de la couleur, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont vu ça, alors qu'on est en terre musulmane. Bon, c'était des apparitions silencieuses, mais à chaque fois, il y avait le rameau d'olivier qui symbolise la paix, etc., etc. Là, on voit bien qu'on est au cœur même de la réconciliation entre musulmans et chrétiens. Alors vous me direz pourquoi elle était sur des églises. Ben oui, elle était sur des églises parce qu'en Égypte, il y a une minorité de coptes. Il y a des coptes catholiques et des coptes orthodoxes. Bon, ben voilà, ça apparaissait sur des édifices coptes. Et lors de cette période, entre 1968 et 2000, d'ailleurs, il y a eu des affrontements terribles entre les musulmans et les coptes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça tourne à la défaveur des coptes qui quittent l'Égypte. C'est incroyable, là. On assiste à une transhumance. Bon. Et donc, on peut interpréter cela comme un essai de pacification dans un point chaud du globe et sur un problème très chaud qui est justement le choc des religions au Moyen-Orient. C'est donc le sujet de ton prochain livre. Voilà, exactement. Il est déjà écrit ? Oui. Il est prêt, ça y est ? Ah oui. T'as une date de parution ou pas ? Non, pas encore. Non, là il faudra peut-être patienter un peu. Ça sera chez JMG toujours ? Oui. À moins qu'ils me disent non. Voilà, si personne n'achète Les extraterrestres, c'est l'avenir de l'humanité, bon, la JMG dira peut-être pour celui-là, non, écoute. Écoute, on va attendre encore 1 an ou 2. Donc, si vous voulez lire aussi Les apparitions de la Vierge, version ufologie, achetez les autres aussi. Merci beaucoup, Christelle Seval, d'avoir passé cette émission en notre compagnie. Merci.